Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez cool. C'est une interview, un petit peu comme ce qu'on avait fait il y a pas très longtemps sur la chaîne avec François-Xavier Fauvel, qui est historien spécialisé sur l'histoire de l'Afrique. Et donc cette fois-ci, je recevais sur Twitch l'historien William Blanc. William Blanc, il est spécialisé dans le médiévalisme, c'est-à-dire la représentation du Moyen-Âge, et ensemble, on a pu aborder la représentation du Moyen-Âge, notamment dans la pop culture. Ce que je vous propose, c'est donc de visionner cette interview que j'ai faite sur Twitch, qui dure 2 heures environ. J'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, puisque on refera tous les mois, si on peut, des interviews avec des historiens comme ça, qu'on rediffusera par la suite sur la chaîne YouTube. Salut et bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve en direct avec William Blanc, qui est notre invité. Salut William, comment ça va ? Salut Ben, salut à tout le monde, merci d'être là et merci de m'avoir invité, surtout voilà, pour parler de médiévalisme et du Moyen-Âge dans la culture pop. Est-ce que tu as un chocolat chaud avec toi ? J'ai un chocolat chaud. Ah, et une tasse Star Trek. Et une tasse Star Trek évidemment, voilà, donc c'est obligé, désolé. Du coup, ce soir, on se retrouve avec William. Il n'y a pas très longtemps, on a inauguré un format sur la chaîne Twitch qui a été rediffusé par la suite sur YouTube avec François-Xavier Fauvel. On avait fait l'histoire de l'Afrique et pourquoi l'Afrique est-elle encore un petit peu méconnue en Occident par le grand public. Ce soir, avec William, on va parler de la représentation du Moyen-Âge dans la pop culture en général. Ça va être très large, hein. Ça englobe les bouquins, les films, les jeux vidéo bien évidemment, on est sur Twitch. Bref, on va papoter, on va découvrir des trucs, on va s'amuser, et puis bien évidemment, on va aussi prendre vos questions quand vous en aurez, parce que ça peut toujours être intéressant, même si dans un premier temps, on va se concentrer sur un petit fil rouge qu'on vous a préparé avec William. Mon cher William, alors... Qu'est-ce que tu as mangé ce matin ? Ah bon, on parle de ça. D'accord. Non, mon cher William, donc alors t'es présenté comme spécialiste du médiévalisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ? Oui, alors en fait, pour simplifier, le médiévalisme, c'est la manière dont est perçu le Moyen-Âge depuis l'époque contemporaine. Donc en gros, depuis le début du 19e siècle, voilà, donc depuis l'époque romantique. Donc en fait, en histoire, on fait la différence entre voilà l'histoire médiévale, voilà, donc qui concerne le Moyen Âge, en fait, hein, comme c'est découpé traditionnellement. Donc en gros, chute de Rome, voilà, arrivée de Christophe Colomb en Amérique, hein, ça c'est le découpage traditionnel, qui peut être critiquable d'ailleurs, hein, pour plein de raisons. Et puis après, bah, tu vas avoir les gens qui vont étudier le médiévalisme, donc comme moi, donc qui vont se concentrer sur comment cette période-là elle a été perçue depuis le 19e siècle, la limite comment elle a été inventée, presque au 19e siècle, hein, même si voilà, le Moyen-Âge a été inventé un peu plus tôt, mais vraiment cette idée qu'il y aurait une espèce de grande période de 1000 ans qui irait du 5e au 15e siècle, c'est clairement devenu, c'est clairement devenu très populaire en fait au 19e, avec notamment les auteurs romantiques et puis les historiens romantiques comme Michelet. Ouais. Et alors quel est ton parcours un petit peu pour arriver à ça ? Parce que j'imagine que du coup tu avais une appétence peut-être pour l'histoire, mais aussi pour la pop culture justement. Alors moi c'est assez marrant parce qu'en fait à l'origine, bon moi j'ai un parcours d'historien, bon enfin j'ai repris des études assez tard en fait, hein, donc quand j'avais environ la trentaine. Moi à l'origine, et quand j'ai repris des études, en fait j'ai vraiment fait un travail fait d'histoire médiévale pure, hein. Mon master 2 c'était sur la transhumance au Provence au 15e siècle. Alors là, c'était vraiment un sujet d'histoire économique et sociale hardcore, voilà, donc moi j'ai adoré ça et tout, mais en fait ce qui est assez marrant c'est que petit à petit alors moi bon, j'ai dévié en fait parce que bon déjà en effet je baigne dans l'histoire médiévale ou plutôt dans le médiévalisme depuis que je suis gamin parce que bah, concrètement, j'ai fait des jeux de rôle dans les années 80 avec Donjons et Dragons, L'Œil Noir, puis après plein d'autres trucs et tout. Donc, et puis, bah forcément, j'ai bouffé de la fantaisie et tout. Donc, ce qui fait que petit à petit, j'ai dévié vers ça. Notamment, il y avait le rédacteur en chef d'un magazine qui est disparu aujourd'hui, qui s'appelait Histoire et Images médiévales, Frédéric Wittner, qui m'a dit tiens, bah, si tu veux, essaie de faire une chronique tous les mois, en fait, tous les 2 mois, tous les numéros sur un film médiéval, en fait. Hein, donc je fais OK. On avait aussi monté avec
deux collègues en fait, Léa Armenot et Elisabeth Schmitt, notamment elle, mais il y avait d'autres personnes en fait, mais notamment elle, on avait monté un festival qui s'appelait Bobine et Parchemin sur les films médiévalistes en fait, sur les films comment les voilà. Donc en fait petit à petit, moi j'ai trouvé ça marrant et d'autant plus marrant en fait que à travers ça, j'ai compris aussi pourquoi en fait des gens comme moi, des gens de ma génération, puis après de plus en plus de gens en fait, sont fascinés aujourd'hui par le Moyen Âge. En fait, et ça c'est c'est une histoire qui est longue et qui est complexe en fin de compte. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, j'ai eu de la chance aussi. Je suis arrivé à un moment où au début des années 2010, où en fait, bon, depuis 2004, il y avait une assoce en France, un regroupement, oui, c'est une assoce en fait, mais c'est un regroupement qui s'appelait Modernité médiévale. Il y a notamment des gens comme Anne Besson, qui est l'une des grandes spécialistes françaises de la fantasy, ou Vincent Ferré, qui est l'un des grands spécialistes français de Tolkien en fait, et ils avaient monté ça en 2004. Et puis, mais c'était plutôt des littéraires qui faisaient ça. Puis en 2010, il y avait des cas isolés avant, mais il y a de plus en plus d'historiens, notamment de ma génération, en fait, qui ont commencé à s'intéresser justement à cette histoire de médiévalisme, en fait. Euh, voilà, quoi. Donc ça pour le coup, voilà. Donc en gros, ça fait une dizaine d'années moi que je suis dedans de plus en plus, en fait. Et puis, là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on est de plus en plus nombreux à le faire, en fait, ces études sur le médiévalisme, parce que c'est un sujet absolument énorme, en fait. En fait, je pense que depuis, j'avais en termes de boutade, maintenant je dis toujours le médiévalisme est partout. Je le disais un peu en mode provocation au début, mais en fait je me rends compte que c'est difficile, quand tu travailles dessus, c'est difficile d'y échapper en fait. Sans déconner, parfois tu te promènes dans la rue, tu tombes sur des trucs, c'est pas possible en fait, même sur des pubs par exemple, qui renvoient à des éléments médiévalistes en fait. Parce qu'en fait quand on s'intéresse à ça, on va pas s'intéresser qu'à des œuvres qui parlent du Moyen Âge en fait, on va s'intéresser à des sujets, à des œuvres, à des objets qui font référence même à une image fantasmée du Moyen Âge. Là, j'ai amené juste un petit exemple. Alors, je suis désolé, ça va faire un peu pub. C'était pas la... Ah ouais, alors ça fait 6 minutes de live les amis, 6 minutes de live, première pub, alors dis-nous. Non, c'est pas fait exprès, c'est juste pour vous montrer, c'est pour un exemple, justement du type de sujet, d'objet qu'on peut étudier. Ça, par exemple, vous voyez, vous avez une bière en fait, qui s'appelle la bière Morgane, bière blonde bio. Ça, pour le coup, ça peut rentrer. Ou vous avez une autre bière, donc qui s'appelle Saint Graal. Voilà, on peut parfaitement traiter de ça en études médiévalistes. Alors après, on va pas dire blou, elle est bonne, sympa, 9 sur 10, bravo quoi. Donc c'est pas ça. Et au bout de la 15e, on va la rouler sous la table. Au bout de la 20e, je sais pas, selon les goûts. Non, le but en fait, c'est d'expliquer pourquoi en fait vous avez des marques de bière comme ça qui font référence au Moyen Âge. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de mettre telle ou telle imagerie médiévaliste. Là, par exemple, si on met Morgane, c'est parce que, en gros, je simplifie, depuis les années 60, on assimile Morgane à une sorcière et on assimile les sorcières à des personnes ayant vécu au Moyen-Âge, même si, en fait, la chasse aux sorcières, en l'occurrence, c'est plus fin 15e, 16e, 17e siècle. Et puis, on assimile les sorcières à des gens qui étaient proches de la nature, c'est une vision complètement fantasmatique, en fait. Mais aujourd'hui, ça parle en fait au grand public, et donc voilà, on met une bière bio qui s'appelle Morgane. Donc voilà, il y a une autre bière de la même marque qui s'appelle Lancelot. Voilà, donc voilà. Donc c'est plein de, il y a plein d'objets comme ça en fait. J'aurais pu ramener plein de trucs. Vous pouvez faire ça sur des petites figurines, sur des jeux, des jouets. Voilà, quoi. Ça c'est hyper important. Si tu veux bien, juste pour vous expliquer en fait un peu comment fonctionne, parce qu'en fait, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'on fait une vraie distinction, enfin en tout cas moi je l'ai fait, entre l'étude de l'histoire médiévale en fait et l'étude du médiévalisme. Et si je t'ai demandé juste, et tu as accepté gentiment de mettre des images, en fait, si tu peux juste mettre la première image, histoire de... Et avec plaisir. Merci beaucoup Ben, tu es bien. Hop là, la magie du direct. Vous voyez un peu voilà. cette régie là. Ça, c'est un truc que j'ai montré à mes étudiants l'année dernière, en fait. Voilà, c'est juste pour expliquer, parce que bon, là, je commençais à leur balancer plein de trucs et tout, voilà. Donc, ils disaient là, genre, enfin voilà, il va trop vite. En fait, vous voyez, ça, c'est en gros ce que j'appelle le prisme du médiévalisme. C'est en gros ce qu'on étudie. Alors, j'ai pompé la couverture de Pink Floyd, pour ceux qui reconnaissent, donc voilà, de Dark Side of the Moon. Mais en fait, le Moyen-Âge historique, en fait, vous avez en fait, voilà, ça va dans un sens, en fait, on ne sait pas grand-chose, c'est un petit trait, en fait, on connaît quelques sources.
Et puis vous allez avoir en fait des créateurs, des auteurs qui vont s'emparer de ces tout petits trucs en fait et qui vont faire plein d'autres choses. Hein. C'est ce qu'on voit après à la sortie, cette espèce d'arc-en-ciel qui part un peu dans tous les sens. Et ben là concrètement, le prisme des médiévalismes, c'est ça. Et nous, ce qu'on étudie justement, c'est ce prisme-là, ce moment-là. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que concrètement, euh, on ne va pas imaginer le même Moyen-Âge en fonction des époques. Quelqu'un du 19e siècle ne va pas imaginer le même Moyen-Âge que quelqu'un d'aujourd'hui, quoi. On ne va pas imaginer le même Moyen-Âge en fonction de sa classe sociale, en fonction de ses options politiques, en fonction de si on est affilié à une religion ou pas, en fonction de son sexe ou de son orientation sexuelle. En fait, là, pour le coup, c'est hyper intéressant et ça implique qu'à chaque fois, quand on est face à un objet médiévaliste, on doit remettre ça en contexte, on doit faire un travail d'historien tout bêtement, expliquer pourquoi l'auteur ou l'autrice en fait fait cet usage-là en fait de cette imagerie médiévale en fait. Donc après, vous en faites pas, hein. Ça a l'air un peu flou comme ça, mais on va montrer des exemples en fait. Hein. Donc mais voilà. Mais en tout cas, oui, c'est une discipline relativement récente, mais pour le coup, ça commence à exploser un petit peu partout, parce que moi j'ai l'impression, en tout cas de ma banlieue tourangelle, de voir qu'à Paris, avant le Covid, ou voilà, il y avait quand même pas mal d'expos qui se montaient autour de ça. D'ailleurs, tu as participé à une expo BNF autour de Tolkien, où il y avait Anne Besson, et toi tu avais participé notamment à des trucs en ligne là-dessus. Ouais. Alors il y avait l'expo Tolkien hein, qui avait été dirigée notamment par Vincent Ferré, en fait, hein, donc qui était commissaire de l'expo, si je me souviens bien, et qui était une expo en fait qu'on pouvait aller voir. En fait, moi j'ai pas participé à ça, hein, donc et il y a suffisamment de fans, de spécialistes de Tolkien en fait pour ça. Et Anne Besson en effet a fait une expo que vous pouvez voir en ligne en fait, hein, c'est sur fantasy.bnf.fr si je me souviens bien. De toute façon, vous trouverez assez facilement. Et en fait, c'est une expo sur la fantasy. Et ouais, t'as raison parce que pour le coup, d'ailleurs le site je le conseille parce que vous avez même des trucs pour les enfants. Il y a plein de trucs. Hein, c'est vraiment un site très complet, quoi. C'est de la BNF. Ouais, site de la BNF. Ouais, donc, et en fait, le truc c'est que ce qui est intéressant, c'est que en effet, bah là, en fait, je pense que ça a vraiment explosé. Bon, déjà, il y a eu une espèce d'effet d'accélération avec le succès d'Harry Potter et puis qui est une œuvre médiévaliste. Hein, voilà, vous avez un château, Poudlard, c'est un château. Donc, avec le succès d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux au cinéma, et puis après Game of Thrones, ça a été un coup de boost énorme. Ce qui fait qu'en fait maintenant, c'est difficile dans la culture pop, à mon avis, d'y échapper. Et ce qui est assez fascinant, c'est que on est vraiment de plus en plus nombreux à le faire d'ailleurs, en fait, à s'occuper de ça, parce qu'en plus, ça permet aussi tout bêtement de faire un lien quand on fait de l'histoire médiévale, de passer par un biais comme ça, en fait, de dire voilà, en fait, ce truc-là, en fait, ce que vous voyez dans Game of Thrones, quel est le rapport avec l'histoire médiévale ou pas, voilà, est-ce que ça représente vraiment l'histoire médiévale et tout. Moi, c'est pas trop mon option. Ça, s'il y a des collègues qui font ça, ils le font très bien. Moi, mon option, c'est plutôt justement d'étudier en fait vraiment le contexte de production de l'œuvre en fait. Hein. Et ça qui est marrant, c'est qu'à travers en fait cette espèce de passage par le médiévalisme, en fait, en fin de compte, on comprend beaucoup de choses du monde contemporain. En fait, moi, je le répéterai peut-être plusieurs fois ce soir, mais quand vous regardez par exemple un film sur le Moyen-Âge, si vous l'analysez bien, si vous le regardez bien, avec un œil critique, vous allez apprendre beaucoup plus de choses sur l'époque de la production de cette œuvre-là que sur l'époque qu'elle est censée représenter. Vikings, dans la série, ça vous apprend plus sur l'Amérique, en gros, sur l'Amérique du Nord ou sur le monde anglo-saxon du début du XXIe siècle que sur les Vikings, en fait. Ouais, oui, il y a souvent cet exemple aussi de Battlestar Galactica. Il y a dans le contexte de production où on voit que c'est post-11 septembre et clairement il y a un truc qui obsède tout le monde dans la série, tous les protagonistes, c'est l'attentat, l'espion qui est là, caché parmi les autres, quoi. Ouais, bien sûr. Mais par contre, avec la problématique avec les productions médiévalistes, c'est que c'est censé représenter une période en fait. Et parfois, ça on va y revenir, je pense assez rapidement, c'est même assez souvent, les auteurs en fait disent non mais on s'est vachement renseigné et tout, vous en faites pas, donc on représente vraiment le Moyen-Âge comme il était, où on se rapproche à 90%, quoi. Et là en fait, c'est là où en fait, c'est une espèce de piège, parce qu'en fait, voilà, ça, on va en parler. Juste pour vous dire, en fait, hein, pour finir sur un peu
l'explosion des études médiévalistes, par exemple, avec Anne Besson et Vincent Ferret, et moi, en fait, enfin, on s'est mis à trois on est en train de préparer un dictionnaire du médiévalisme, donc, qui va sortir, parce que on fait appel à pas mal de spécialistes de plusieurs pays, en fait, donc, qui va sortir, qui va être un bon gros pavé, je pense, qui va sortir en 2022, je pense, voilà, donc, voilà, si tout va bien, voilà, on croise les doigts. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que c'est en train de devenir en fait un sujet qui est important, mais c'est pas étonnant parce que cette fascination pour le Moyen Âge, ça fait écho en fait à ça fait écho à des craintes, à des rêves, mais aussi à des angoisses contemporaines. Si on rêve comme ça du passé, et de plus en plus d'un passé idéalisé ou fantasmé, en fait, c'est aussi que le futur, il fait peur, en fait. Donc voilà, donc notamment par rapport à la crise écologique et tout, des choses comme ça. Donc en fait, concrètement, on va se plonger dans un futur champêtre, enfin un passé idéalisé, champêtre et tout. Voilà, donc ça se voit très nettement avec la fascination pour le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est encore une fois cette étude-là, ça peut paraître un peu un truc un peu rigolo, genre ouais, le mec il parle, enfin il est historien, il parle de bière et tout, voilà, de bière bio qui s'appelle Morgan, mais en fait en l'occurrence c'est pas si innocent que ça. C'est marrant en fait, c'est hyper intéressant, mais c'est pas si innocent que ça, et ça dit beaucoup de choses de notre époque à nous. En attendant, du coup, effectivement, on parle souvent de la question du réalisme dans les séries, dans le jeu vidéo. Ça, c'est des trucs qu'on a déjà abordé d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on s'est connus un petit peu. J'avais fait appel à toi sur un épisode, à l'époque, qui était celui d'Harry Potter, où j'avais extrapolé plusieurs hypothèses autour d'Harry Potter et de la représentation du Moyen-Âge et de ce que ça signifiait, que je t'avais soumis. Tu m'avais dit, bah, ça c'est pas mal, ça tu t'es un peu enflammé, voilà. Et au final, on a collaboré sur pas mal d'épisodes depuis, puisqu'on a fait ensemble les orques, les épées légendaires. Là, on a tout un truc sur le cycle arthurien qu'on est en train de préparer sur Nota Bene, sur la chaîne YouTube qui va arriver d'ici la fin de l'année. Cette question du réalisme, elle est quand même centrale, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de réalisateurs qui vont dire oui, nous on a essayé d'être réaliste, voilà, de faire un truc, voilà. Mais n'empêche que c'est un Moyen-Âge qui est totalement fantasmé, qui est totalement idéalisé ou biaisé par une vision à un moment donné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette représentation du Moyen-Âge qui est très large, parce que finalement on a quand même des Moyen-Âge qui tentent de se rapprocher mais qui ne le sont pas vraiment, et puis d'autres qui vont en jouer totalement, comme World of Warcraft par exemple. Ouais, bah alors le truc c'est que en fait cette question du réalisme, limite, il faut, pour moi, c'est ma position, après ça on peut en discuter, ça peut se discuter, mais euh, pour moi, je préfère limite l'évacuer. En fin de compte, je préfère partir du postulat qu'une œuvre médiévaliste, elle est forcément pas réaliste, pour la simple et bonne raison que de toute façon, quand on fait, moi j'ai fait de l'histoire, enfin je continue d'ailleurs à en faire de l'histoire médiévale et tout, voilà, parce que c'est important en fait, pour voir justement la différence qu'il peut y avoir entre l'époque médiévale et le discours médiévaliste. Et en fait, le truc c'est que vraiment, il faut évacuer cette question-là parce que on connaît pas grand-chose de l'histoire médiévale. Même pour les siècles où on est le plus documenté, faut bien comprendre qu'un historien, une historienne qui travaille sur cette période-là, il va avoir des sources qui sont minimes en fait. On va avoir un résidu de sources en fait. Donc on n'a pas grand-chose en fait. Donc on va avoir des choses, mais on est quand même là quand on parle par exemple des paysans du XIe siècle, allez trouver des sources écrites par un paysan pour avoir son point de vue. Non, vous en aurez pas. Donc au pire, là-dessus, on est obligé de se baser sur l'archéologie. Mais l'archéologie, c'est pas un paysan qui parle, c'est un paysan qui laisse des traces en fait. Donc c'est pas la même chose. Donc vous voyez, c'est en fait par exemple sur le XIe, XIIe siècle, on a 90% de la population qui est muette. Voilà. Donc déjà d'emblée dire voilà, on va reconstituer l'époque médiévale, bon courage quoi, en fait. C'est comme par exemple les reconstituteurs, c'est des gens que je respecte vachement, mais il y en a certains qui vont se présenter avec des habits, par exemple vikings, en disant on s'est basé sur telle tombe, etc. et tout. Ouais, ok, c'est quelqu'un qui est dans une tombe, donc on lui met ses plus beaux habits en fait. C'est pas ses habits de tous les jours, il est pas en jogging quoi, donc voilà, ou en jogging viking quoi, donc voilà. Donc le truc c'est que ça enlève pas le travail énorme des reconstituteurs, mais c'est juste encore une fois pour prendre un peu de distance avec cette prétention en fait au réalisme en fait. Et là le truc c'est que je vais juste le truc c'est qu'en plus il faut comprendre que le réalisme, si on regarde bien, c'est notamment par exemple quand tu prends la série Vikings, c'est devenu une espèce
de produits d'appel, en disant vous en faites pas, on fait réaliste, on fait plus réaliste que les autres, quoi, en fait. Et on se rend compte en fait que quand on creuse un petit peu, enfin, les spécialistes de l'histoire des Vikings, quand ils regardent Vikings, ils disent bon, voilà quoi. Enfin, moi, j'ai vu, je suis pas un spécialiste de l'époque viking, quand j'ai vu notamment le siège de Paris, où vous avez Paris, où il y a une cathédrale du XIIe siècle au milieu enfin voilà, donc enfin, sur une montagne, enfin sur une espèce de colline en plein milieu de la cité, je suis là genre ok, voilà quoi, donc voilà. Une bannière avec des fleurs de lys, si je me souviens bien. Bon, voilà, une bannière à fleurs de lys, c'est pas avant le XIIe siècle. Là, c'est censé se dérouler au IXe siècle. Hein, donc voilà, donc c'est plein de trucs comme ça. Mais sauf qu'en fait, le réalisateur a fait ça parce que pour un public qui connaît pas, qui est pas spécialiste en fait, mettre une bannière à la fleur de lys, ça fait tout de suite, ouais, voilà, ça fait Royaume de France, quoi. Donc voilà, ça c'est les trucs, voilà. Mais sauf que le truc, c'est que faut bien comprendre que cette prétention au réalisme, elle est très glissante. Et surtout, en fait, plus un réalisateur ou une réalisatrice va vouloir faire réaliste, plus il a des chances de se tromper, à mon avis. Parce que en fait, là, il y a eu toute une polémique hein, sur laquelle je ne reviendrai pas sur Kingdom Come, en fait, hein, donc, où là, il y a tout un truc voilà, en disant voilà, bon, enfin, le type, enfin, les gens qui ont préparé ce jeu vidéo, ils ont dit bon, bah ouais, on veut faire hyper réaliste, mais il y a des gens qui disent ah ouais, mais vous avez oublié ça, vous avez oublié ça et tout. Et en fait, le truc, c'est que plus tu vas vouloir faire absolument réaliste, plus tu as des chances de te tromper, en fait. Parce qu'après, je pense que limite, c'est plus intéressant de regarder une œuvre qui prétend pas au réalisme en disant non mais en fait voilà quoi, nous on fait un peu n'importe quoi, mais qui permet en fin de compte d'évoquer des choses médiévales et ça permet aussi au public de prendre un peu de distance quoi. C'est pareil Kaamelott en fait voilà Kaamelott enfin c'est évidemment pas réaliste en fait voilà donc je pense pas qu'Alexandre Astier ait voulu une quelconque prétention au réalisme dans Kaamelott quoi. Mais ça c'est faut faire hyper attention à ça. Et on a Romain Vincent qui vient de débarquer dans le chat, qui fait histoire et jeux vidéo de son côté, qui adore Kingdom Come, qui arrive pile au moment où tu en parles. Et, non, mais c'est une invocation de Romain Vincent, toi. Kingdom Come, c'est un peu comme Beetlejuice, toi, il apparaît. Donc, Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est que peut-être que quand on cherche même aussi à atteindre un petit peu trop le réalisme, il y a même la possibilité de faire un truc un peu chiant en fait. Et Kingdom Come, honnêtement, je trouve que c'est une espèce de grande fresque narrative, etc. Mais moi, c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant dans une certaine approche, mais c'était beaucoup trop long pour moi quoi. Je me suis dit à un moment donné, j'ai joué pendant 4 heures, j'étais d'un village A à un village B, j'ai rien fait, tout prend des plombes, c'est trop quoi, tu vois. Et donc il y a ce risque aussi peut-être de si tu prends pas assez de liberté avec cette histoire, bah tu te fais chier en fait. Bah oui, un jeu c'est un jeu. Ouais. Un médium, c'est le principe du médium en fait. Voilà, tu es là pour jouer en fait. Donc évidemment, t'es là pour jouer. Un film, c'est un film en fait, tout bêtement quoi. Donc et un cinéaste, ou une cinéaste va réagir, va penser d'abord en cinéaste. Il va pas se dire tiens, je vais mettre pile le bon truc en fait dans cet espace-là en fait pour faire réaliste. Il va mettre un truc. Il va vouloir mettre quelque chose en fait pour que ça soit spectaculaire, pour que les gens ils soient happés par le spectacle en fait. Donc ça faut faire vraiment très attention à ça quoi. Donc et voilà, c'est juste encore une fois considérer le médium qu'on étudie en fait, hein, l'œuvre qu'on étudie comme étant ce qu'elle est en fait tout bêtement. Bah voilà donc c'est voilà donc c'est hyper intéressant quoi. C'est hyper important. Le truc c'est que je vais juste demander, tu sais, j'ai un exemple aussi qui est assez intéressant par rapport au réalisme, en fait. C'est que justement, parfois, vous allez avoir, par contre, des auteurs qui vont dire, et je trouve que, enfin, qui vont assumer le fait de ne pas être réaliste. Et là, j'ai un bon exemple. Alors, juste te demander de montrer l'image 2, en fait, hein, donc, qui est une image. Avec plaisir. Attention, les amis, image 2. La magie du direct. Number 2. C'est une image de Prince Vaillant, donc une grande BD médiévaliste, hein, qui a commencé en 1937, qui a été réalisée par Harold Foster. Et Harold Foster, en fait, dans une interview, il a dit ça, en fait. Voilà, donc c'est une BD qui s'est censée se dérouler à l'époque du roi Arthur. Alors, si vous regardez bien, là, vous avez un château du 13e, 14e siècle facilement, quoi. Et puis avec des habits, même des engins de siège, hein, pareil, du 13e siècle. Hein. Et Harold Foster, par contre, il dit que sa BD, en fait, hein, il confronte son héros, Prince Vaillant, en fait, à des événements du 5e siècle. Et en fait, parce que c'est censé être le temps où vivait le roi Arthur, même si aujourd'hui on sait que c'est faux. Voilà, donc. Mais voilà ce qu'il dit. Hein. Si j'avais dessiné le roi Arthur comme me l'avaient dépeint mes recherches, personne n'y aurait cru. Je ne peux pas dessiner le roi Arthur avec une barbe noire vêtue de peau d'ours mêlée à des bouts d'armure romaine, car ce n'est pas ainsi que se l'imaginent les gens.
Et voilà. Et là, c'est hyper important parce que vous voyez, en fait, c'est la fin de la citation, donc vous voyez qu'en fait, que vous avez un auteur qui va penser, qui va devancer en fait ce que pensent les gens. Il va penser à la place des gens en disant les gens pensent ça, donc faut que je fasse ça en fait. Voilà. Et donc ça c'est comme ça que fonctionnent quasiment tous les créateurs en fait, tous les créateurs à mon avis. Ils vont se dire les Vikings, on imagine qu'ils sont tous barbus, violents, avec des grosses haches, et puis ils se battent torse-poil et ils ont fait tous du bodybuilding. Et ben concrètement, on va mettre ça, quoi. Donc voilà. Et sauf que c'est pas ça en fait. Les réalités, c'est pas ça. Donc ça vous montre bien en fait comment peut fonctionner en fait un créateur d'œuvres médiévalistes. Et à chaque fois, il faut se poser ce genre de questions pour comprendre en fait ce qu'on a devant les yeux, quoi. Ouais, et puis on avait parlé de ça notamment. J'avais réalisé une série documentaire pour Arte sur les liens entre histoire et jeux vidéo, dans laquelle tu étais gentiment intervenu, notamment sur les clichés dans l'histoire, et on parlait de la saga Assassin's Creed. Ou Assassin's Creed comme ils disent, Assassin's Creed, et on parlait notamment de Assassin's Creed Unity où il y a eu beaucoup de débats, voilà, et effectivement ils disaient bon bah voilà, à l'époque on a foutu les drapeaux français, les trucs, les machins, il y a plein de trucs en fait qui n'existaient pas, mais qu'on a mis pour réassurer le joueur qu'il arrive dans un univers finalement familier. Et qu'ils se sentent pas tout de suite étrangers à ça, parce que quand tu te sens trop étranger à un univers, t'as peut-être plus de mal à rentrer dedans, hein, au final. C'est complètement ça. C'est en fait, il y a aussi cette volonté d'immersion en fait. Voilà, donc il faut que ce soit immersif, et pour que ce soit immersif, il faut que ce soit dépaysant en étant familier. Et le Moyen Âge imaginaire, hein, ce médiévaliste, il a cette faculté-là, c'est qu'en effet, on part vers un ailleurs. Hein, le Moyen Âge, c'est un ailleurs, mais avec des éléments familiers. Sauf qu'en fait, si on mettait vraiment, enfin, le véritable Moyen Âge, en tout cas comme on l'apprend, comme on l'étudie de plus en plus et tout, bah là, par contre, les gens seraient un peu paumés, dire mais c'est quoi ce truc en fait, hein. Au Moyen Âge, enfin voilà, il y avait notamment, on mettait parfois des plantes dans les églises, hein. Et puis voilà, enfin les églises, il n'y avait pas de banc par exemple et tout, voilà, enfin plein de choses comme ça. Il y avait la terre battue par terre, quoi, donc même dans les grandes cathédrales, quoi. Donc là, on met ça, les gens vont dire c'est quoi ce truc en fait, voilà, donc voilà, donc en fait, c'était réellement comme ça. Et pareil, il n'y avait pas de, enfin voilà, tout l'apparat qu'on a aujourd'hui dans les cathédrales, en fait, hein, les peintures et tout, c'était pas comme ça. La pierre était pas nue, elle était peinte et tout, donc tout ça, en fait, c'est ce truc auquel on n'est pas habitué. Et en fait, si on met ça, les gens vont dire mais c'est quoi ce truc en fait, voilà, donc ça va vraiment, ça va heurter les gens. Et au début, ils vont se dire mais bon, ces gens-là, ils ont fait n'importe quoi. Et donc, au contraire, je pense que encore une fois, le but des créateurs, c'est pas des, enfin les créateurs de jeux, de romans, de films. Leur but, c'est pas de montrer le Moyen Âge comme il était, mais c'est de vous immerger dans leur œuvre en fait, hein. Donc voilà, donc concrètement, voilà. Mais ça veut pas dire que, encore une fois, ça peut pas s'étudier tout ça, hein. Ça s'étudie en fait, encore une fois, parce que la manière dont on va représenter le Moyen Âge, la manière dont on va représenter, on y reviendra parce que j'ai fait un petit exemple avec le château par exemple, hein. La manière dont on va représenter un château, c'est pas de la même manière, même si on l'imagine, on va pas l'imaginer de la même manière en fonction des époques et tout, voilà, donc et en fonction du discours qu'on veut mettre derrière, quoi. Donc il y a toujours une espèce d'ambivalence, hein. C'est pareil pour les chevaliers, c'est pareil pour plein d'imageries. Et ça c'est aussi hyper important parce qu'on parle beaucoup d'images, hein, depuis le début. Le médiévalisme passe, à mon avis, beaucoup par l'iconographie en fait, par l'image. Il y avait un historien qui avait fait sa thèse, François-Amis de la Bretèche, qui avait fait sa thèse sur le cinéma médiévaliste en fait. Et en fait, il parlait d'iconogramme. En fait, voilà, il disait en gros, il y a des objets comme ça qui renvoient tout de suite à des sens, en fait, à une espèce de sens, voilà, qui renvoie à une imagerie médiévaliste très forte, hein. Par exemple, vous mettez une épée dans un rocher, voilà, évidemment, ça vous renvoie à plein de trucs. Un château dans le lointain, ça vous renvoie à plein de trucs et tout, voilà. Donc tout ça, en fait, voilà, ça c'est intéressant aussi d'étudier justement l'iconographie, la peinture et tout, parce que ce discours médiévaliste-là, il passe beaucoup, à mon avis, par l'imagerie, en fait. Ouais, mais c'est évident. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de représentations comme ça qu'on se fait de par le cinéma qui ont aucun sens en fait. Et on s'en rend pas compte en tant que spectateur si on peut pas l'expérimenter ou si on les explique pas. Bah, typiquement, un truc qui revient assez souvent, un exemple que j'aime bien développer, c'est toutes ces batailles médiévales qu'on voit à l'écran avec
des milliers de types qui se foncent dessus en hurlant et qui vont se bastonner pendant 10 heures d'affilée, du matin jusqu'au soir, et sans interruption. Et alors ce qui est drôle, c'est que la plupart des affrontements, il y a plein d'affrontements, c'était surtout 20 pecnos contre 20 pecnos. Et puis à côté de ça, la première fois que j'ai vu des matchs de Béour, des chevaliers qui se tapent sur la tronche, qui est vraiment une interprétation totale aussi d'une pratique historique avec plein de guillemets, et voilà. C'est quand même des types qui ont des armures et qui se tapent dessus, et du coup tu vois que les gars en 1 minute 30 Ouais. ils crachent leur boyau, quoi. Ils en peuvent Ouais. plus. Et là tu te dis, mais en fait ces batailles qu'on voit dans les films telles qu'elles sont représentées ne peuvent pas exister. Les types ne Non. pouvaient pas se battre 10 heures d'affilée comme ça, c'est pas possible. Non. Ouais. Même moi, c'est pareil. Moi, j'étais au médiéval de Dinan, d'ailleurs, qui sont des super fêtes médiévales, où là, pour le coup, ils insistent vachement sur la reconstitution et tout. Et j'assistais à un tournoi, en fait, de chevalerie, mais vraiment fait quasiment dans les conditions de l'époque, avec vraiment des spécialistes et tout. Et qu'il y avait le champion d'Europe qui était là, et j'ai interviewé et tout. C'était vraiment passionnant. Et en fait, le mec, il me disait, en fait, le problème, en fait, c'est que, on voyait les types, en fait. Alors, pourtant, ils faisaient quoi? Ça durait 10 secondes, en fait, le temps de délancer le cheval et tout, puis de se frapper, en fait, donc, pour briser la lance. Mais en fait, il disait, le cœur, il monte à 180, il monte à des vitesses hyper fortes. Enfin, il y a une énorme cardio, ce qui fait qu'en fait, c'est impossible, en fait, de faire ça 15 fois ou 50 fois par jour, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. C'est pareil, j'avais écrit un papier, il y avait un numéro spécial sur Game of Thrones pour Le Point, en fait, et puis on m'avait demandé un papier sur la bataille des bâtards, donc de Game of Thrones. Voilà, donc, et en fait, en creusant la bataille, vraiment en lisant un peu les interviews des réalisateurs, il y a un moment dans cette bataille une espèce d'immense pile de cadavres, en fait, voilà, donc sur lesquels voilà, il y a une armée qui est compressée, en fait, voilà, donc. Et en fait, une pile de cadavres comme ça, c'est impossible dans une bataille médiévale. C'est pas possible. Il n'y a pas une densité de feu telle que c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas une densité de soldats et de feu. Voilà. Ça, au pire, c'est des batailles de l'ère moderne, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, en creusant un peu, qu'en fait, les réalisateurs s'étaient inspirés de batailles de la guerre de sécession américaine, notamment Spotsylvania, en fait, en 1864, où là, il y a eu vraiment des témoignages. En effet, il y a eu une concentration de feu énorme, en fait, à un endroit où il y a eu des piles de cadavres, en fait, mais pas aussi haute que dans la série, quoi. Et en fait, voilà, ils sont inspirés de ça. Et en fait, si on regarde bien même les éléments de cette série-là, on se rend compte que ils sont inspirés parfois même plan pour plan d'un film qui s'appelle Retour à Cold Mountain, avec Jude Law notamment, qui dépeint justement une vraie bataille qui s'appelle la bataille du cratère, où c'est pareil, il y a une énorme pile de cadavres. Voilà. Donc, en fait, parfois plan pour plan, si on regarde bien le film et la série, ça je l'avais montré justement dans une conférence à la BNF l'année dernière, enfin oui, en mars dernier, je crois. Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment la même chose. Donc là, on voit que derrière cette idée, genre, ouais, une bataille médiévale, voilà, on va vous montrer une vraie bataille médiévale. En fait, c'est pas une bataille médiévale, c'est des éléments, des plans qui sont pris de batailles contemporaines. Mais pourquoi on montre ça? C'est parce que dans l'idée des gens, une bataille médiévale, c'est dégueulasse, il y a plein de morts et tout, quoi. Alors qu'en fait, si on regarde bien, là, je renvoie un super bouquin de Georges Duby, qui est un classique, qui s'appelle Le Dimanche de Bouvines. Dans une bataille médiévale, quand on combat entre chevaliers, on n'essaie pas de tuer l'adversaire, on essaie de le rançonner, quoi. Donc on va pas le tuer. Voilà. Bon, le mercenaire ou le paysan, bon, d'accord, on lui met un coup de masse dans la mouille, voilà, c'est terminé, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si sanglant que ça, quoi. Et donc, sauf que ça correspond à notre imagerie, en fait, imagerie fantasmatique du Moyen-Âge, qui est une période sanglante, boueuse, dégueulasse, avec les gens ont les tripes à l'air, ils sont torturés, voilà. Et ça, c'est une image qui date du 19e siècle, pour le coup. Ouais, et alors, il y a une question qui est assez intéressante aussi, c'est qu'on peut se dire que, mais au même titre, quand on parle à un historien qui est spécialisé sur le Moyen-Âge et pas sur le médiévalisme, on lui pose une question qui va s'appliquer à toi aussi, c'est-à-dire que le Moyen-Âge, c'est ce qu'on englobe dans le Moyen-Âge, c'est quand même une période de 1000 ans. Du coup, j'imagine qu'il y a aussi des Moyen-Âge qui sont interprétés et pas un Moyen-Âge. Et il doit y avoir plusieurs interprétations de ces Moyen-Âge. Bah oui, de toute façon, parce qu'après, tu vas avoir. Alors, déjà, il faut être clair, le Moyen-Âge, en effet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une création. Donc, en fait, on commence à avoir, notamment par exemple chez Pétrarque, au XIVe siècle, et vraiment chez les auteurs de la Renaissance italienne, des gens qui vont dire voilà, c'était une époque moyenne, etc., avec tout l'aspect péjoratif. C'est aussi à cette époque-là, notamment chez Rabelais, on commence à parler de période obscure. Donc
des périodes sombres, ce qui va donner après au 19e siècle, c'est au 19e siècle qu'apparaît le terme obscurantisme, voilà, donc pour décrire en opposition aux Lumières. Donc les Lumières, c'est 17e, 18e siècle, avec l'âge de la raison, voilà, donc de la science. Donc voilà. Et ça vous dit qu'en fait, le Moyen-Âge, il est vraiment créé comme une espèce d'opposé du monde moderne. Voilà. Au XIXe siècle, on pense le Moyen-Âge comme un opposé. C'était pas nous, c'est autre chose, quoi. D'accord? C'est l'inverse, quoi. Le Moyen-Âge était, enfin, nous, on est lumineux, on est scientifique, on est rationnel. Le Moyen-Âge, c'est la passion, l'instinct, la bestialité, l'aspect sombre et tout, quoi. Donc d'ailleurs, juste, il y a une image que j'aime bien, d'ailleurs, qu'on mettra, d'ailleurs, sur, je fais c'est l'image 3, en fait, c'est la préfiguration, c'est la préfiguration de l'émission. Voilà. Sur le nain, en fait, mais donc c'est une image, en fait, donc c'est Karl Spitzberg, en fait, un gnome regardant le train. Et là, on a vraiment, je trouve que c'est une peinture qui est absolument géniale. 1848, on est en pleine révolution industrielle. Et là, si vous regardez bien, au premier plan, vous avez ce gnome qui représente les légendes, la magie. Il y a la forêt autour, voilà. Donc on a vraiment cette image de monde sauvage, voilà, et tout, médiévaliste et tout. Et au loin, qu'est-ce qu'on a? On a le monde moderne qui passe. Et qui passe vite avec ce train qui se dirige vers une grande ville, en fait. Et là, il y a le gnome qui est complètement dépassé, il regarde ça avec une espèce de mélancolie en disant, bon, ben voilà, en fait, voilà, le train du progrès passe, en fait, et moi, bah, je disparais, quoi. Donc, je suis en train de disparaître. Ça, cette imagerie, vous la retrouvez chez Tolkien avec les elfes, par exemple. Et ça, en fait, voilà, on a vraiment cette idée-là qui est très forte dans le discours médiévaliste. Le médiévalisme, c'est l'opposé de la modernité, en fait. La modernité au sens industriel, scientifique et tout. Et d'ailleurs, en fait, au XIXe siècle se crée, enfin, même au fin XVIIIe siècle, donc fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, il y a deux ailleurs qui se créent en Occident. Il y a l'ailleurs temporel, c'est le Moyen Âge, et l'ailleurs géographique, c'est l'Orient. Et donc, vous avez au même moment le médiévalisme et l'orientalisme qui se créent avec une vision fantasmée du Moyen Âge et une vision fantasmée de l'Orient. D'ailleurs, les grands auteurs médiévalistes du début du XIXe siècle, comme Victor Hugo, ils vont écrire à la fois sur le Moyen-Âge, ils vont aussi écrire sur l'Orient fantasmé. Victor Hugo, il va écrire des poèmes qui s'appellent les Orientales. Donc, et d'ailleurs, souvent, l'Orient, si on regarde bien, il va être décrit avec tout un discours en fait médiévaliste en disant voilà, ces gens-là, ils vivent encore au Moyen-Âge, voilà, et puis ils ont les guerriers touaregs, c'est les chevaliers et tout, voilà, quoi. Donc voilà, tout un truc comme ça en fait. Donc Laurence d'Arabie, quand il va aller donc en 1916 aider les Bédouins, il va partir avec 3 bouquins dans sa besace, dans ses valises en fait. Un des bouquins, c'est Le Morte Nature de Thomas Malory, donc grand texte du XVe siècle, parce qu'il avait l'impression en fait, en allant vers l'Orient, d'aller vers le Moyen Âge en fait, de revivre des aventures chevaleresques en fait. Alors le truc là, c'est que pour revenir à cette période, il y a plusieurs Moyen Âge. C'est vrai. Alors déjà, il y a dans le médiévalisme, il y a 2 Moyen Âge au minimum. Il y a le Moyen Âge sombre. Donc le Moyen-Âge, en gros, c'est la torture, l'obscurité et tout. Et donc, généralement, mais pas toujours, c'est là où en fait, je vais être obligé d'un peu de nuancer après, mais le Moyen-Âge sombre, généralement, c'est plutôt des gens progressistes, qui disent, voilà, qui croient avant la modernité. Donc en gros, ils disent, voilà, le Moyen-Âge sombre, c'est la féodalité, c'est les rois, c'est la violence des rois, maintenant il y a la démocratie, il y a la modernité, il y a la science et tout, quoi. Donc, c'est les gens qui utilisent le mot moyenâgeux. Voilà, par exemple, voilà, qui est devenu évidemment, qui est très péjoratif en fait. Ouais. Mais c'est pas fond. Voilà, après, je simplifie à l'extrême, parce qu'il y aura aussi des gens de gauche qui vont rêver du Moyen-Âge aussi. Et en réaction, il va y avoir le Moyen-Âge doré, en fait, qui va dire, en gros, le Moyen-Âge, c'est formidable, c'est la lumière des cathédrales, c'est la belle chevalerie, c'était l'ordre, c'était la discipline, machin et tout. Et donc, il y a déjà ces 2 Moyen-Âge, en fait. Et puis, à chaque fois, en fait, parfois, vous allez même parfois avoir dans des œuvres, à la fois une référence au Moyen-Âge sombre et au Moyen-Âge lumineux. Par exemple, on va avoir, notamment pendant la Première Guerre mondiale, ça c'est con, c'est pas une image que je t'ai envoyée, mais vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Pendant la Première Guerre mondiale, la propagande de l'Entente, donc des Alliés, en fait, va dépeindre les Allemands comme des barbares, comme des Huns. Voilà. D'ailleurs, en anglais, à l'époque, en France, on dit les Boches, en fait. Mais dans les pays anglo-saxons, on dit Huns, les Huns, pour décrire les Allemands. Et donc là, vous avez le Moyen-Âge sombre des invasions barbares, même si aujourd'hui, le terme d'invasion barbare, voilà, je te rappelle, tu as fait une émission d'ailleurs qui était très bien là-dessus, donc, pour mettre un peu de distance par rapport à ça.
Donc ça, il y a le côté Moyen-Âge sombre, les barbares, la violence et tout. Et donc, par rapport à ça, la propagande de l'OTAN va comparer les soldats alliés à des chevaliers qui vont combattre en fait les barbares. Et donc vous avez à la fois une espèce de convocation du Moyen Âge, du médiévalisme sombre, et de l'autre côté du médiévalisme doré. Voilà. Et donc là, carrément, vous allez avoir un film américain de propagande qui s'appelle Pershing's Crusader, donc les croisés de Pershing, en fait. Hein. Vous pouvez trouver facilement sur Internet. Hein, c'est l'image de l'affiche, elle est saisissante parce que vous avez le corps expéditionnaire américain en premier plan et derrière, en fait, comme une espèce d'évocation, vous avez des croisés, en fait, comme si les Américains c'était des nouveaux croisés, mais des croisés en fait hein, de la démocratie. Pareil, vous allez avoir en France Guynemer, donc l'un des as français, en fait, hein, l'as de l'aviation. On va le comparer à un chevalier. Hein. C'est d'ailleurs là d'où vient le terme chevalier du ciel, ça vient de cette époque-là, parce qu'en gros, c'est le chevalier qui va combattre les barbares. En fait. Donc, vous voyez, en fait, c'est là où vous voyez, en fait, on prend un Moyen-Âge, d'un côté, on oppose le Moyen-Âge sombre du 5e, 6e, 7e siècle, en disant, voilà, c'est l'époque des barbares, voilà, et tout, hein. Et on va dire, voilà, le Moyen-Âge doré, c'est le 12e, 13e siècle et tout, c'était le Moyen-Âge des chevaliers. Nous, on est le Moyen-Âge doré, ceux d'en face, c'est les Moyen-Âge barbares, quoi. Donc, vous voyez, en fait, encore une fois, on mobilise plusieurs Moyen-Âge, hein, et c'est pareil dans la fantaisie, hein, vous allez avoir, dans la fantaisie, si vous regardez bien, souvent, d'ailleurs, prenons le cas de Warcraft, hein, donc, que tu connais bien. Avec les orques. Bah, les orques, c'est concrètement les envahisseurs, en fait. Et ça reprend. Et là, pour le coup, je suis en train d'écrire, j'ai écrit un papier dessus d'ailleurs. Enfin, j'en ai écrit plusieurs, mais il y a les orques reprennent vraiment le motif des Allemands barbares. En fait, hein, à mon avis, ça vient de là. En fait, il y a vraiment les orques sont dépeints comme des barbares, un peu comme les Huns ou les Mongols du XIIe siècle. Et de l'autre côté, l'Alliance, c'est vraiment l'Europe du XVe siècle, voilà, avec des armures de plate et tout, des grands châteaux en pierre et tout. Donc voilà, on voit, il y a deux Moyen Âge qui sont convoqués et qu'on oppose en fait. Voilà. Donc encore une fois, une œuvre, le discours médiévaliste va parfois empiler les différents stéréotypes du Moyen Âge en fait. Voilà, donc c'est une espèce de construction. De construction, voilà, un peu de briquet de broc en fait, mais qui fait sens parce que voilà, c'est une manière de disqualifier les uns et de dire que les autres sont les meilleurs. Quoi. Donc, c'est ça la justification, c'est cet opposé entre le Moyen-Âge d'un côté et puis l'époque moderne de l'autre, c'est vraiment ça, c'est de dire nous on est la lumière et avant c'était pas bien, c'est vraiment ça. Bah, alors le truc c'est que parfois pour nuancer, tu vas avoir des auteurs, que ce soit de droite ou de gauche, qui vont être critiques du monde moderne et qui vont dire en fin de compte le Moyen-Âge était aussi une période qui était positive parce que c'est une époque où on était proche de la nature, des choses comme ça. Et ça aujourd'hui c'est un discours qui est très fort. On a ça notamment dans certains milieux. On a ça par exemple chez les auteurs pré-raphaélites. Donc chez des auteurs pré-raphaélites. Pré-raphaélite, c'est tout un courant artistique anglais qui apparaît en 1848 en pleine époque donc de la révolution industrielle et qui se fascine pour le Moyen-Âge en disant l'époque d'aujourd'hui, elle est laide et tout, c'est les usines, c'est crade, c'est la violence, c'est l'exploitation. Nous, on rêve du Moyen-Âge parce que c'est une époque où les gens étaient libres. Alors évidemment, c'est une vision complètement fantasmée, mais en fait, ça va même quelqu'un qui est un pré-raphaélite très important comme William Morris, qui était un socialiste en fait, un socialiste révolutionnaire qui était proche de Marx et tout, donc proche d'Engels, proche même d'un anarchiste comme Bakounine. C'est un des premiers à écrire des romans de fantasy qui vont inspirer d'ailleurs Tolkien. Parce que pour lui, le Moyen Âge était une époque en effet où les gens n'étaient pas opprimés en fait par le capitalisme en fait. Voilà. Alors évidemment, c'est une vision qui est complètement fantasmée, idéalisée, mais vous voyez qu'encore une fois, hein, le Moyen Âge il peut être convoqué par n'importe qui. On va avoir du médiévalisme de gauche, de droite, voilà. Donc c'est pareil en fait. On va avoir depuis les années, c'est de plus en plus le cas, mais ça commence à mon avis plutôt dans les années 50-60. On va avoir tout un discours par rapport aux sorcières en fait, hein, qui vont être mobilisées par les féministes notamment, en disant voilà, c'était des femmes qui étaient opprimées parce elles voulaient se libérer et tout, elles étaient opprimées par l'Église. Alors ça part d'un constat qui est réel, c'est qu'en effet sauf que c'est pas au Moyen Âge en fait, hein, mais les sorcières ont été victimes d'une société patriarcale très dure, voilà, c'est une évidence. Après, est-ce qu'il y avait un discours militant derrière? Voilà, ça reste à prouver. Ça m'étonnerait en fait. Donc le truc c'est que toute idéologie va vouloir peut récupérer le Moyen-Âge en fait hein, pour en faire un peu, pour le mettre à sa sauce. Hein. Ça c'est une évidence. Pourquoi justement les sorcières, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un bon exemple. Pourquoi est-ce que les sorcières, dans l'imaginaire collectif, on associe ça au Moyen-Âge alors qu'en fait c'est bien plus tardif?
Bah, alors là, pour le coup, c'est un travail qui est un peu long. C'est qu'en fait, à mon avis, c'est dû au fait que on intègre les sorcières on oppose les sorcières à l'Inquisition. Donc, les sorcières ont été victimes de l'Église, donc de l'Inquisition. Alors qu'en réalité, les sorcières, notamment à partir du XVIe, XVIIe siècle, ont été plutôt jugées par des juridictions civiles, et que dans les pays où l'Inquisition est active, en l'occurrence, il y a très peu de chasses sorcières, en fait. Voilà. Donc, ça veut pas dire que j'aime bien l'Inquisition, hein, je précise tout de suite, mais c'est là juste pour, voilà, c'est juste un travail d'historien, en fait, pour dire, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Donc, bon, par exemple, vous avez une chasse sorcière dans les colonies américaines, en fait, hein, dans les colonies américaines, donc, comme dans la Nouvelle-Angleterre, avec notamment le procès des sorcières de Salem, il n'y a pas d'inquisition, hein. Voilà, c'est une juridiction civile dans un pays protestant, c'est pas l'Église catholique, hein, voilà. Donc, bon. Donc, vous voyez, ça, mais sauf qu'en fait, on associe cette image-là d'inquisition, voilà, de torture, etc., et tout, qui a une base, en fait, c'est une réalité aussi. Mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que voilà, quoi, on torturait aussi, peut-être plus même à l'époque romaine et tout. Et puis, bon, malheureusement, je sais pas pour parler de l'actualité, mais on torture aussi à l'époque actuelle, quoi. Donc voilà, donc c'est pas une voilà, quoi, c'est pas qu'une réalité médiévale, la torture, quoi. Mais sauf qu'en fait, on associe cette espèce de violence intrinsèque, voilà, extra légale, en fait, au Moyen Âge. Et dans le même genre, il y a aussi tout ce qui a rapport à l'hygiène aussi, qui est soumis à beaucoup de clichés. Ouais, c'est pareil. Ça, à mon avis, ça vient de comment, l'idée du Moyen Âge obscur, en fait, hein. Donc c'est l'idée. Juste, je réponds à ça juste après, mais j'oublie juste un petit truc. Enfin, j'avais oublié. Je voulais parler d'un petit truc depuis tout à l'heure. Ouais. C'est que pour reparler de la périodisation, donc justement, il y a plusieurs Moyen Âge. C'est que là, je vous ai parlé que du cas occidental. C'est que le gros problème, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il y a aussi des Moyen Âge ailleurs, et notamment dans des pays qui ont été influencés par l'Occident, c'est-à-dire en fait plein de pays. Et par exemple, il y a un cas qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai écrit là-dessus, notamment sur la vision du Moyen Âge dans les mangas, notamment des samouraïs et tout. Le Japon va s'inventer en Moyen Âge. Donc en fait, vu qu'ils vont être au moment où il y a la révolution Meiji, donc en 1868 et tout, où là, le Japon est forcé de s'ouvrir, et là il se modernise à marche forcée. Ils veulent absolument ressembler aux Occidentaux, et les élites japonaises disent bon, bah il faut qu'on ait aussi notre Moyen Âge. Parce que les pays développés, hein, entre guillemets, de l'époque, en fait, ont leur Moyen-Âge, sont passés par un Moyen-Âge. Et ben nous, il faut qu'on ait aussi notre Moyen-Âge. Donc, ils vont faire une espèce de parallèle entre chevalier et samouraï. Et en fait, ce parallèle, historiquement, il est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, un des auteurs qui va inventer l'idée qu'il y avait une espèce de code de l'honneur de samouraï qui était partagé par tous, hein, donc le Bushido, c'est Nitobe qui écrit en 1901, je crois, 1902, enfin, première décennie du XXe siècle. Il écrit The Soul of Japan, donc l'âme du Japon, mais sauf qu'il écrit ça aux États-Unis en anglais. Et c'est un bouquin qui va vachement influencer cette idée qui va populariser l'idée qu'il y avait une espèce de Bushido. Donc vous voyez, en fait, encore une fois, il faut faire très attention, et ça se complexifie encore plus pour des pays comme bon, tu parlais avec François-Xavier Fauvel de l'Afrique. Hein. L'Afrique, est-ce qu'il y a du médiévalisme en Afrique? Oui, mais en fait, le truc, c'est que voilà, il est aussi influencé par le médiévalisme, en fait, le médiévalisme occidental. C'est pareil pour des pays comme l'Inde ou la Chine, où la périodisation, elle n'est pas aussi claire. C'est pas la même périodisation que la nôtre, en fait. Hein, donc, et voilà, quoi. Donc, est-ce qu'il y a du médiévalisme ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a une influence de l'Occident? Oui, en fait, parce qu'évidemment, notamment en Inde, les Anglais ont été présents très longtemps. Donc, ils vont coller leurs stéréotypes médiévalistes sur l'histoire indienne, en fait, hein. Donc ça, c'est là où ça devient passionnant, c'est quand on commence un peu à faire des parallèles avec d'autres régions du globe. Et ben, cette idée médiévaliste, en fin de compte, elle devient assez complexe. Et je finis avec les États-Unis. Hein. Les États-Unis, par exemple, hein, je ne sais pas si vous savez comment s'appelle une fête médiévale aux États-Unis. Ça s'appelle, hein, si vous regardez, par exemple, je crois dans saison 2 de Big Bang Theory, hein, Sheldon et Leonard et ses copains, en fait, ils vont dans une fête médiévale et ils appellent ça une Renaissance Fair. Une fête de la Renaissance. Parce que dans l'esprit des Américains, ce qui est avant la création des États-Unis, c'est médiéval, concrètement. C'est pas moderne, en fait. Donc, en gros, tout ça, donc, ce qui fait que même on va considérer, même si c'est pas dit expressément, on se rend compte que, concrètement, tout ce qui est avant le 17-18e siècle, bon, c'est un peu médiéval, quoi. Donc en fait, c'est mélangé dans une espèce de grand gloubi-boulga, quoi. Donc, c'est pas pour être péjoratif par rapport aux Américains, mais c'est juste, c'est une réalité, c'est leur manière de découper le temps, en fait. Voilà. Nous, on a la nôtre, notamment en France, hein, voilà, même des différences entre la France, l'Angleterre et tout, voilà, quoi. Donc, bon, voilà, je reviens donc à ta question par rapport à la boue. La boue, concrètement, c'est
Voilà, on est dans l'image obscurantiste du Moyen Âge en fait, en disant voilà, le Moyen Âge c'était des gens qui savaient pas se laver, qui étaient sales et tout. Aujourd'hui, on se lave, etc. et tout. Donc bon, c'est une réalité aussi. Hein, je veux dire, on prend plus de douches aujourd'hui. Voilà, on a accès à l'eau chaude directement, donc voilà, c'est une évidence. Par contre, la grande époque où on se lave pas, bah, c'est le 17e, 18e siècle. Par contre, et c'est pas par bêtise, c'est qu'on considère que l'eau, ce qui n'est pas entièrement con, en fait, à l'époque, transmet des maladies, en fait, hein, vu que l'eau, elle est pas, voilà, voilà, donc par exemple, à l'accord de Louis XIV, en fait, on se lavait pas, puis on se mettait plein de parfums, quoi, donc voilà, voilà, quoi. Si vous rêvez des courtisanes de Louis XIV, eh ben, Faut repasser, ouais. ouais. Ou alors, chacun son truc, hein, je ne juge pas. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil pour les standards de beauté, les canons de beauté, des choses comme ça. Quoi. Voilà. Mais on a cette image, en effet, d'un Moyen-Âge très sombre, très dark et tout, où, en fait, où les gens voilà, étaient constamment dans la boue, c'est sanglant. D'ailleurs, moi, j'ai une citation. Moi, j'aime bien mettre des citations, en fait, hein, mais c'est important. C'est Georges R.R. Martin, vous connaissez sans doute, hein, donc, le créateur donc, de ce qui va devenir après la série Game of Thrones. Hein, donc il parlait de sa série de romans. Hein, et il a dit dans une interview en 2011, hein, au début, donc, il disait « Je lisais beaucoup de romans historiques et le contraste entre ce genre et la plupart de la fantasy à l'époque, hein, dans les années 80, était dramatique, car beaucoup d'imitateurs de Tolkien ont mis en place un décor quasi médiéval, mais il s'agissait d'un Moyen-Âge digne de Disneyland. » Les mauvais auteurs de fantasy s'inspirent des structures sociales du Moyen-Âge, mais ne semblent pas réaliser ce que cela signifie. Ils écrivent des scènes dans lesquelles la jeune paysanne courageuse gronde le méchant prince. Dans la réalité, le méchant prince l'aurait violée, il l'aurait mise au fer et aurait ordonné qu'on lui jette des ordures dessus. Alors, quel est le vrai Moyen-Âge là-dedans ? Entre les imitateurs de Tolkien qui font du Moyen-Âge de Disneyland ou Martin, qui fait donc du Moyen-Âge scatophile, ni l'un ni l'autre, en fait, en l'occurrence, hein, voilà, un type va pas prendre, même un noble va pas prendre une paysanne, va lui demander qu'on jette des ordures dessus. C'est plus complexe que ça, quoi. Donc voilà, il y a un droit aussi au Moyen-Âge qui était respecté. Voilà, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Mais c'est une image de Moyen-Âge sombre qu'on a dans Game of Thrones. Clairement, c'est un Moyen-Âge très dark en fait. Hein, voilà, donc d'où après tout le développement par rapport à ce qu'on appelle la dark fantasy, où là c'est ultra destroy, c'est ultra sanglant. Bon, je sais pas, une société médiévale peut pas se prendre 10 batailles comme il y a comme il y a dans Game of Thrones, c'est impossible, quoi. C'est impossible, voilà. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est pas des batailles des batailles où il y a des milliers de morts partout, en fait, ce n'est pas possible, quoi. Donc voilà. Ça a pu être possible à des rares cas, et c'est des cas exceptionnels, mais sinon, voilà, la plupart des guerres médiévales, c'est des guerres de siège, c'est de la guérilla, c'est des coups de main et tout, quoi. Donc et en effet, comme tu disais tout à l'heure, c'est 20 gars contre 20 gars, quoi. Donc, voilà. Si vous vous intéressez un peu à Game of Thrones, d'ailleurs, il y a les liens qu'on peut faire un petit peu avec l'histoire ou les inspirations de George Martin. On a fait une grosse série sur la chaîne YouTube. Hein. Pour le coup, il doit y avoir 10 ou 10 épisodes au moins. Donc il y a de quoi vous régaler, nota bene sur YouTube. Vous trouverez tous ces épisodes-là. Il y a quelqu'un, je vais faire monter, qui à propos de l'hygiène, conseillait les travaux de Vigarello, qui sont effectivement très bien. Il y a des très très beaux bouquins qu'il a fait. Donc on vous les conseille si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'hygiène dans l'histoire, bien évidemment. On avait une question qui nous était remontée avant ce chat. On avait fait un petit sondage sur Twitter pour savoir un peu de quoi les gens voulaient parler. On a Frédéric Faure qui nous disait en quoi le 19e siècle, au travers des travaux d'historiens comme Michelet, d'architectes comme Viollet-le-Duc ou de mouvements artistiques comme le gothique victorien ou le romantisme, ont pu influencer, voire dénaturer durablement la réalité de la période historique que l'on nomme le Moyen-Âge. Alors ça, pour le coup, c'est une bonne question parce que c'est vraiment le moment où en fait où le Moyen Âge, en fait, vraiment l'image qu'on a du Moyen Âge se fixe en fait. Voilà, très vraiment une des œuvres majeures pour comprendre le médiévalisme, c'est Ivanhoe de Walter Scott, en fait, un roman en 1819 hein, qui est immédiatement traduit en fait dans plein de langues et qui a un énorme succès. Et qui va vraiment durablement influencer cette vision du Moyen-Âge. Voilà, donc vraiment là, voilà quoi. Et d'ailleurs, après, vous allez avoir Notre-Dame de Paris en 1832 de Victor Hugo, mais c'est après, en fait. Hein. Victor Hugo va un peu surfer sur cet intérêt, en fait, hein, qui apparaît en Angleterre. Hein. Vraiment, l'intérêt pour le Moyen-Âge apparaît en Angleterre, et c'est pas un hasard. C'est parce que c'est le pays le plus industrialisé à l'époque, en fait. Hein. Donc quelque part, en fait, plus on est industrialisé, plus on est dans un processus de modernisation, plus on va se mettre à rêver du Moyen Âge, en fait. Hein. Et donc c'est par hasard aussi si Tolkien c'est un Anglais, en fait. Hein. Donc voilà, ou si Maurice c'est un Anglais aussi. Donc vraiment, si la fantasy se fixe aussi, en fait, hein, dans sa forme moderne en Angleterre,
Ben, concrètement, en fait, hein, c'est pas un hasard non plus. C'est parce que c'est vraiment le pays le plus industrialisé de l'époque, en fait. Hein. Donc voilà, ça joue un rôle très important. Et puis après, en effet, avec Viollet-le-Duc et tout, avec des gens qui vont imaginer des châteaux. Après, tout le truc, c'est qu'il faut pas non plus. Le but, c'est pas d'être comment. Oui, de jeter bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ouais, voilà, Ouais. c'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est Viollet-le-Duc, en effet, il va faire un peu n'importe quoi parfois. En même temps, Viollet-le-Duc, comme Victor Hugo, comme Michelet, par exemple, même si aujourd'hui, on prend Michelet avec des pincettes, hein, donc l'historien, donc voilà. Quoi. Mais le truc, c'est qu'en même temps, Michelet et Viollet-le-Duc vont participer à un élan aussi d'intérêt pour le Moyen-Âge qui va permettre après de lancer, en fait, toute une série de recherches historiques. Alors évidemment, Michelet, les conclusions qu'a Michelet en 1830, c'est plus les mêmes aujourd'hui. Voilà, quand on est historien, on fait pas du Michelet, quoi, en fait. Hein, donc, même si c'est super bien écrit, c'est très beau et tout. Mais en fait, Michelet, on va l'étudier en le mettant dans son contexte. Mais voilà, ça n'empêche qu'en effet, au XIXe siècle, se cristallise cette fascination pour le Moyen Âge, qui va un peu, voilà, qui va partir à la fois en médiévalisme, mais aussi, hein, en sous-main, il y a un intérêt pour l'histoire médiévale et pour l'archéologie médiévale. D'ailleurs, enfin, faut être clair. Hein, je veux dire. Euh, Moi, j'ai pas fait de sondage, hein, mais par exemple, même un grand historien comme un grand historien médiéviste comme Jacques Le Goff va dire qu'il a découvert le Moyen Âge avec Ivanhoé. En fait, Mm. voilà, donc c'est pas un hasard. Je veux dire, moi, j'ai découvert le Moyen Âge avec Donjons et Dragons, quoi. Donc voilà, donc c'est pas un hasard non plus. Je veux dire, même si on est historien et tout, notre intérêt pour le Moyen Âge, notre fascination pour le Moyen Âge, elle provient aussi du médiévalisme, forcément, quoi. On peut pas y échapper, quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a des collègues qui ont toujours détesté le Moyen Âge et qui ont un intérêt purement scientifique pour cette période-là. Euh, J'en ai pas rencontré moi perso. Enfin voilà, donc bon, voilà, il y a quand même, je pense à mon avis, de base, il y a une fascination en fait personnelle pour le Moyen Âge qui joue beaucoup, quoi, à mon avis. Mm. Voilà. On l'a vu au début du stream, on parlait du fait que le médiévalisme, en tout cas cette étude-là, il y a un véritable boom du médiévalisme depuis une dizaine d'années, en gros. Euh, moi j'ai l'impression que à l'écran, en tout cas, il y avait déjà beaucoup de Moyen Âge quand j'étais gamin, tu vois, dans les années 90. Tu dirais que ça date de quand, cette espèce de boom dans les jeux vidéo, dans le cinéma, dans... Alors, le truc, c'est que moi, alors après, je sais qu'il y a d'autres collègues qui le font. Moi, j'ai une théorie, mais après, enfin, moi, je fais une espèce de découpage temporel. Il y en a d'autres qui font ça en parlant notamment aux États-Unis, qui disent médiévalisme et néo-médiévalisme, en fait. Moi, je pense qu'il y a deux vagues de médiévalisme. La première, c'est fin 18e, début 19e siècle, hein, qui va lancer un premier intérêt, qui est important, en fait, et qui est hyper importante. Mais la seconde vague qui va vraiment, pour le coup, emporter tout, en fait, c'est les années 60-70, avec tout un pan, en fait. Alors, ça vient notamment enfin, ça vient pour plusieurs raisons. La première, c'est crise de la modernité. En gros, la bombe atomique, les guerres mondiales, on se dit, wow, enfin voilà, quoi. Le monde moderne, en fin de compte, il amène pas que du bon. Donc voilà, donc on va commencer à avoir une peur par rapport à cette modernité. La seconde, qui est très importante, qui est une révolution silencieuse, mais qui est hyper importante, c'est la disparition du monde paysan. En France, en fait, hein, en Angleterre, le monde paysan va disparaître en l'espace. Le monde paysan en France, la France est dans les années 30 un pays majoritairement rural, en 1930, hein, 35. Hein, donc en 65, c'est terminé, en fait. Voilà, donc, et aujourd'hui, il y a combien? Je crois que c'est 2 ou 3% de la population active qui est agriculteur. Quoi, donc voilà, c'est une misère, en fait. Hein, donc, et donc, le truc, c'est que cette disparition-là va amener une espèce de sens de perte par rapport à un monde, voilà, qui est, voilà, il y a même un, un historien anglais qui s'appelle Peter Laslett, hein, qui a écrit un bouquin d'histoire qui s'appelle Le monde que nous avons perdu, hein, en parlant justement de ce monde paysan-là. Donc, et en fait, ça va lancer cette espèce de fascination pour un monde médiéval fantasmé, et fantasmer sur le mode ces gens-là étaient proches de la nature. Nous, on est plus proche de la nature, on vit dans des villes, voilà. Donc voilà, c'était des gens, c'était des paysans et tout. Et c'est concomitant aussi avec le succès, notamment aux États-Unis, puis après dans plein d'autres pays, en fait, hein, de la fantasy tolkienienne, en fait, hein, où là, il y a toute la contre-culture va kiffer la fantasy. Hein. Moi, j'avais écrit un papier sur Led Zeppelin, en fait. Hein. Led Zeppelin, c'est les dingues de fantasy, c'est les dingues de médiévalisme et tout. Voilà, quoi. Donc il y a plein d'autres groupes comme ça. Je pense à Black Sabbath, des trucs comme ça. On pourra en citer des tonnes et tout, voilà, donc qui sont fascinés par Jethro Tull, qui vont être fascinés par le Moyen Âge et tout. Donc ça lance vraiment cette idée, cette image de Moyen Âge un peu contre-culture et tout. Ce qui fait qu'en fait, toute cette génération-là va être marquée par le discours médiévaliste, puis après, ça va lancer dans les années 70,
toute l'industrie du jeu, en fait, jeu de rôle puis jeu vidéo qui naît à peu près à la même période et tout, où là c'est pareil, en fait, le Moyen-Âge devient une espèce d'échappatoire au monde moderne. Voilà quoi. Et donc voilà, et c'est pareil, c'est aussi à cette époque-là que commencent à se créer les associations de reconstituteurs, les jetons de grandeur nature et tout. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est même il y a une association qui s'appelle la SCA, donc la Society for Creative Anachronism, la Société pour l'anachronisme créatif aux États-Unis, qui naît en 66 ou en 67, le 1er mai, à Berkeley, donc vraiment la fac la plus à gauche en fait aux États-Unis à l'époque. Et c'est une manière pour eux de protester contre la guerre du Vietnam, en disant voilà, nous, on rêve, votre modernité, elle est violente, elle est cruelle, voilà, c'est la guerre et tout. Nous, le Moyen Âge, c'est les fées, les elfes et tout, voilà, et on fume des pétards, quoi. Donc, parce que voilà, donc c'est aussi à cette époque-là, voilà, il y a tout un délire en disant l'herbe à pipe des hobbits, c'est de la ganja et tout, quoi. Donc il y a vraiment cette idée-là en fait voilà. Et donc ce qui fait que en fait ça va monter en puissance. En France, dans les années 70, il n'y a pas de fête médiévale. Aujourd'hui, on a 1 millier de fêtes médiévales en France. Voilà. C'est un phénomène qui est massif en fait, et plus il y a des doutes qui sont exprimés par rapport au monde moderne, au discours moderniste, en disant voilà, qui disait avant le progrès, on n'arrête pas le progrès, etc. et tout. Voilà, donc plus il y a des doutes par rapport à ça, qui peuvent être légitimes ou pas en fait. Voilà, plus on va rêver en fait du Moyen Âge. Et ça, quels que soient les bords politiques en fait. Vous allez avoir un Moyen Âge, un médiévalisme écolo de gauche, vous allez avoir un médiévalisme d'extrême droite. Enfin, vous avez tout en fait. Voilà. Donc, et ça, par rapport à ça, voilà, ça explique en fait qu'aujourd'hui, en fait, on baigne littéralement dans le médiévalisme. Voilà quoi. Et d'autant plus que la culture populaire américaine, en fait, qui est la culture populaire dominante, enfin mondialement dominante, est ultra médiévaliste en fait. Voilà. Donc ils adorent le Moyen Âge, d'autant plus que eux, ils ont même pas le contact direct, au sens matériel en fait avec le Moyen Âge. Enfin, en tout cas, ils l'ont dans les musées, mais ils l'ont pas dans le paysage en fait. Donc ils le rêvent d'autant plus quoi en fait. Donc voilà. Ça c'est hyper important. Et je pense que c'est ça où c'est marrant, c'est qu'en fait ça explique aussi, moi, en faisant tout ce travail-là, j'ai compris aussi ma propre fascination pour le Moyen Âge. Moi, je suis né en 76. Voilà, je fais partie. Moi, mes parents, le Moyen Âge, bon, voilà, quoi, c'est pas trop leur délire, en fait, voilà. Donc, moi, je fais partie d'une génération. On était les premiers à kiffer. À l'époque, c'était vraiment les geeks, les paléo-geeks et tout. Voilà, quoi. On était les premiers à kiffer la fantasy, voilà, des choses comme ça. Enfin, pas les tout premiers, mais voilà, on faisait partie des premiers, en fait. Et puis voilà, ça explique aussi tout ce parcours-là, en fait, cette fascination qui était personnelle, en fait, ça la remet dans un contexte historique beaucoup plus large, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important à comprendre, à mon avis. Ouais. En tout cas, cette espèce de Moyen-Âge refuge, on le voit bien dans Harry Potter, justement. C'est une notion qu'on avait énormément développée, où tu vois que le monde d'Harry Potter, le monde des sorciers, c'est vraiment le monde médiéval fantasmé qui est coupé du reste de la société, qui refuse toute notion de progrès, technologique en tout cas. Ouais. Et d'autant plus que le Moyen-Âge, dans le médiévalisme, le Moyen-Âge est très souvent associé au monde de l'enfance. C'est très souvent associé au monde de l'enfance. C'est le moment où on rêve, voilà, donc tout est une espèce de adulte, voilà, quand il faut être adulte, il faut être moderne et tout, mais alors que quand on est enfant, on a le droit de rêver et tout. Donc, et le Moyen-Âge est associé au rêve, à l'enfance et tout, quoi. Donc ça, c'est un truc très classique, en fait, voilà. Donc, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui avec la fascination actuelle pour les jeux les premiers jeux vidéo, les jeux de rôle, les premiers jeux de rôle et tout. En fait, c'est une espèce pareille. En fait, en gros, on rêve aussi d'un Moyen-Âge, mais en fait, on rêve d'un Moyen-Âge fantasmé, des premiers jeux vidéo et des premiers jeux de rôle, en fait. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Est-ce que il y avait peut-être une petite question avant, et puis avant d'enchaîner sur un sujet que tu connais plutôt bien et qui va être assez intéressant puisqu'il est lié très fortement au médiévalisme, qui est l'usage politique de cette histoire-là, du coup. On avait une question de Hugo David qui disait: quelle est l'erreur la plus pénible à voir que l'on retrouve dans ces représentations du Moyen-Âge, celle qui fait le plus saigner les yeux de l'historien? Le truc, c'est que, le truc par rapport à ça, bon, après, encore une fois, moi, mon but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas, enfin, voilà, c'est bien, c'est mal et tout, voilà, quoi, c'est pas mon but premier, quoi. Bon, le truc, c'est que, par contre, on va dire que les usages les plus dangereux, en fait, en tout cas pour moi, en fait, parce qu'ils ont des conséquences politiques, en fait, c'est évidemment les usages politiques, en fait. Donc ça là-dessus, on avait écrit avec un collègue Christophe Nodin, que je salue, qui est peut-être là d'ailleurs, mais que tu connais aussi d'ailleurs, Ben. Avec lequel on vous prépare plein de super trucs. En février, l'histoire du djihad, les amis, sur YouTube. Je peux vous dire que ça va être sympa.
Ok. Ouais, en fait, donc Christophe qui est spécialiste qui est un spécialiste de l'islam médiéval en fait, et on avait écrit ensemble un bouquin sur Charles Martel de la bataille de Poitiers en fait, aux éditions Libertalia. Et en fait, le truc c'est que c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, enfin, voilà, il y a vraiment cette récupération qui est très forte parce que notamment dans le discours nationaliste en fait, on a toujours une idée d'âge d'or. Voilà. L'âge d'or, voilà, donc c'est l'âge d'or, il faut trouver l'âge d'or. Aujourd'hui, c'est mal, hein, parce qu'on a oublié, on a perdu les valeurs, quoi. Donc voilà, et les valeurs, on les avait à l'âge d'or. Et souvent, l'âge d'or est placé au Moyen Âge parce que et justement, je retombe sur l'histoire de l'enfance. Le Moyen Âge, c'est l'enfance, c'est le début, c'est souvent placé dans le roman national, en fait, cette espèce d'histoire mythifiée de chaque nation. La création de chaque nation est souvent placée au Moyen Âge. Et donc, en fait, voilà, dit, voilà, il faut revenir à ces temps premiers où, en fait, on était vrai, on était pur, etc. Et, tout, quoi. Donc, et ça, on le retrouve dans beaucoup de discours nationalistes, en fait. Hein. On va avoir ça aussi dans l'idée, en gros, notamment dans le discours, on va dire, raciste actuel, de dire, bon, à l'époque, au Moyen-Âge, on était fiers, dès qu'on voyait un sarrasin, on lui mettait un coup d'épée dans la tronche. Aujourd'hui, il faut refaire la même chose, hein, ce qui fait que vous avez des terroristes d'extrême droite qui vont citer pêle-mêle les croisades, la bataille de Poitiers, alors qu'en fait historiquement c'est pas la même chose en fait. Voilà, donc voilà, notamment il y a Breivik, Anders Breivik, qui avait fait un carnage en Norvège au début des années 2010, qui se prenait pour un templier slash nouveau Charles Martel. Là, le mec qui a fait un carnage dans une mosquée à Christchurch en Nouvelle-Zélande, il avait sur son fusil d'assaut notamment marqué 732 en référence à la bataille de Poitiers et tout. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça en fait qui sont voilà, c'est un discours qui est très fort, mais qu'on retrouve encore une fois dans plein d'endroits. Hein. Si on regarde de l'autre côté en fait, chez les djihadistes en fait, eux vont pas évidemment, eux vont s'inspirer de l'imagerie de Saladin ou de l'imagerie fantasmée encore une fois, ou de l'imagerie des premiers musulmans, en disant voilà, eux c'était des vrais musulmans et tout, alors que bon, voilà quoi. L'islam médiéval, c'était une création en fait qui a évolué. Voilà, l'islam du 7e siècle. Ça vous verrez sur le dossier sur le djihad, parce que je me doute de ce que va dire Christophe, mais le concept de djihad en fait comme on l'entend aujourd'hui, il n'existe pas en fait au début de l'islam en fait. Donc tout ça en fait, il faut bien comprendre que cette imagerie fantasmée, elle est très utilisée dans le discours politique et ça pour le coup, ça devient très dangereux. Parce qu'évidemment, ça s'appuie sur la méconnaissance en fait. Et c'est pareil aussi, et je pense que dans les discours, on va dire un peu d'ailleurs macho, en disant voilà, au Moyen-Âge, c'était des vrais hommes, des vrais, des durs, des tatoués et tout. Voilà, quoi. Donc il y a tout un discours par rapport à ça en disant voilà, les hommes du Moyen-Âge, ils combattaient fièrement, etc. Et tout. Bon, les combattants au Moyen-Âge, c'est allez, 1%, même pas 0,2% de la population. Voilà, donc c'est comme chez les Vikings d'ailleurs. Tous les Vikings n'étaient pas des combattants. Voilà, donc il y a cette imagerie-là qui est encore une fois qu'on retrouve parfois de manière un peu humoristique chez certains groupes de métal, parfois de manière moins humoristique chez certains d'autres groupes de métal. Voilà, donc et c'est voilà, c'est un discours pour le coup qui est inquiétant en fait. Voilà, donc mais sur lequel en fait on va être vigilant parce que ouais, ça peut vite partir. Mais encore une fois, vous allez avoir d'autres choses en fait. Vous allez avoir des discours. Enfin, chaque idéologie va créer sa mythologie médiévaliste en fait. Donc là, j'ai l'air de beaucoup appuyer sur le nationalisme et tout, parce que bon, voilà quoi, je trouve ça extrêmement dangereux. Mais vous allez avoir en fait, y compris à gauche, en fait, des gens qui vont, par exemple, Mélenchon, en fait, qui va dire Louis XI c'était un grand roi, etc. et tout. Parce que ça fait partie du discours classique du roman national de gauche, en fait, qui a toujours considéré Louis XI, donc le roi qui est roi centralisateur, roi centralisateur qui aurait préfiguré la France républicaine et tout. Ce qui encore une fois n'a rien à voir en fait historiquement, mais bon voilà quoi. C'est comme les féministes en fait qui alors aux États-Unis, ça va paraître bizarre, mais aux États-Unis, Jeanne d'Arc est une figure féministe en fait. Et on estime que Jeanne d'Arc est une préfiguration du féminisme en fait. Parce qu'encore une fois, en fait, quand on connaît le personnage de Jeanne d'Arc, qui pour le coup, sur lequel on a beaucoup de sources pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais chaque idéologie va créer ça un peu sa source avec le Moyen Âge. Et nous, le rôle des historiens, des archéologues, voilà, des spécialistes et tout, ça va être de permettre en fait aussi de dire à tout le monde, attendez, on va prendre un peu de distance. Et le Moyen Âge, en fait, c'est des gens qui étaient différents de nous, quoi. Point. Voilà. Et c'était différent de nous. Ça n'a rien à voir en fait avec nous. Ils vivaient dans un cadre mental en fait complètement différent et tout. Leur but, je sais plus quel historien du Moyen Âge disait ça.
un être, enfin un homme du Moyen Âge ou une femme du Moyen Âge passe son temps à préparer sa mort en fait, voilà. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est pas tant la vie, c'est l'après-vie en fait, voilà. Parce qu'ils croient en la résurrection des corps et tout. Ça aujourd'hui, je pense que dans des pays majoritairement où l'athéisme enfin en tout cas l'incroyance en fait est majoritaire, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe quoi. Et même chez les catholiques en l'occurrence, chez les gens qui se disent catholiques. Voilà, il faut bien comprendre que si on veut comprendre quelqu'un du Moyen Âge, il faut quasiment changer de peau en fait. Voilà, il faut changer. Voilà, on n'a pas le même logiciel mental quoi. Donc ça, voilà, ça c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que l'étude du médiévalisme, ça permet aussi justement de prendre un peu de distance par rapport à ça. Ouais, dans l'épisode sur Nicolas, sur Harry Potter, justement, on parlait de Nicolas Flamel et du fait que bon, il a construit, enfin, il a pas construit sa légende, mais on lui a construit une légende parce qu'il était très riche. Et quand tu regardes un petit peu sa vie, le type était pété de thunes. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ses thunes ? Bah, il faisait tout pour essayer de contenter le Seigneur pour sa mort justement. Voilà. Donc, il y a une maison d'ailleurs, il y a encore sa maison à Paris. En fait, c'est pas sa maison en l'occurrence, c'est une maison qu'il a payée pour les pauvres en fait. Et c'est même marqué, enfin c'est même inscrit dessus en fait en l'occurrence. Donc parce qu'en effet, il prépare sa mort. Il prépare sa mort. Et il prépare aussi la mort en fait. Enfin, il prépare la sauvegarde de l'âme de sa femme aussi. Donc voilà. Ça c'est encore une fois, c'est des trucs. Voilà. Donc ça c'est, je pense que en termes enfin quand on est historien à la fois médiéviste et qu'on s'intéresse au médiévalisme en fait, ou qu'on est médiévaliste. Ce qui est le plus compliqué, c'est justement ces usages-là, parce que c'est des usages, en fait, on a bien conscience que parfois, ça remue, en fait, c'est très fort pour les gens, en disant, voilà, ils y croient à fond, on leur dit, attendez, respirez un grand coup, et tout, voilà, quoi. Donc, non, c'était pas comme ça, et tout, quoi. Donc, et parfois, on a des débats un peu houleux, mais bon, ça fait partie voilà, quoi. Ça fait partie. Juste un dernier exemple, sur les usages nationalistes, Gengis Khan, par exemple, un personnage, voilà, du XIIIe siècle, qui est mort en 1227. Qu'on a tous dans notre arbre généalogique. Sans doute, je sais pas, peut-être. Mais le truc, c'est que c'est Gengis Khan, c'est une figure que vous avez au moins, je sais pas combien de pays se l'arrachent, en fait. Voilà. Donc vous avez la Chine. Pour les Chinois, c'est le préfigurateur de l'unification, c'est celui qui a unifié la Chine, en fait. Voilà. Donc, les Russes, ils vont dire, voilà, en fait, c'est celui qui a fait de la Russie un véritable pays eurasiatique. Voilà. Donc c'est un peu notre ancêtre. Les Turcs, c'est celui qui a unifié tous les Turcs. Voilà. Donc vous avez les Turcs qui disent aussi c'est notre ancêtre en fait. Voilà. Et les Mongols disent c'est notre plus grand roi. Et donc voilà. Donc en fait chacun en fait le tire tire la couverture de Gengis Khan voilà vers lui en fait. Donc voilà sauf qu'en fait le vrai Gengis Khan il n'a pas grand chose à voir avec ça. Quoi. Donc, mais voilà ça c'est hyper important de voir et c'est intéressant de voir que ces figures là sont constamment repris, réévoqués, réutilisés. Notamment évidemment dans ces pays-là depuis la fin de la chute du mur en fait. Ça c'est. Ouais. Et alors, on vous prépare quelques épisodes avec William là-dessus sur la chaîne YouTube en 2021, mais est-ce qu'on peut dire quelques mots autour de la figure de Jeanne ? Alors Jeanne d'Arc là pour le coup c'est intéressant parce que c'est pareil. Alors là c'est pareil pour moi il y a 3 grandes stars du médiévalisme en fait. Alors après il y aura peut-être des stars mineures en fait mais il y a 3 grandes stars, 3 grandes figures, 3 grands personnages. Il y a le roi Arthur, c'est le number one en fait, voilà. Donc le roi Arthur et tout le monde en fait, donc Guenièvre, Merlin, et voilà. Donc vous avez après avoir Robin des Bois en fait, donc qui est aussi et puis vous avez Jeanne d'Arc qui est vraiment pour le coup une méga star aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le pays le plus joannique, qui adore le plus Jeanne d'Arc, c'est pas la France, ce sont les États-Unis de très loin en fait. Voilà. C'est eux qui produisent le plus, et le Japon aussi. Les Japonais sont dingues de Jeanne d'Arc en fait. Voilà, ils produisent. Il y a plein d'œuvres joanniques aux États-Unis et au Japon, plus qu'en France, parce qu'en France en plus c'est une figure qui est très controversée et très tendue, parce qu'au XIXe siècle c'était une figure qui était plutôt évoquée à gauche par les républicains en disant voilà elle a été trahie par son roi, elle a été trahie par l'Église et tout, donc c'est une fille du peuple. Ça c'est Michelet. Michelet, il a de très belles lignes de Michelet, mais qui sont complètement, c'est Michelet, donc il part dans tous les sens en fait. Mais il part dans une grande envolée lyrique, mais Jeanne d'Arc, c'est l'incarnation du peuple qui se réveille en fait, du peuple français en fait. Donc il y a cette très belle phrase de Michelet qui dit en parlant de Jeanne d'Arc, elle aima tant la France que la France surprise se mit à s'aimer elle-même en fait. Voilà, donc c'est très beau, sauf qu'évidemment historiquement on dirait pas ça aujourd'hui, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais voilà, ça c'est la Jeanne d'Arc de gauche. Et puis à la fin du XIXe siècle vous allez avoir
vous allez voir notamment l'extrême droite, hein, notamment les maurassiens, en fait, les royalistes, hein, qui vont essayer. Et puis il y a aussi l'Église catholique hein, qui va essayer de récupérer Jeanne d'Arc fin 19e. Et en fait, ce qui fait qu'il va y avoir en fait tout au long, enfin, pendant la seconde moitié du XXe siècle, en fait, hein, il va y avoir toute une bataille entre la gauche et la droite pour récupérer la figure de Jeanne d'Arc. Et bon, aujourd'hui, très clairement, c'est l'extrême droite qui a gagné, en fait, hein, en France en tout cas, parce que ils ont accaparé cette figure. Voilà, ce qui fait qu'en fait, c'est une figure qui est controversée, alors qu'elle ne devrait pas l'être. En fait, hein, voilà, on devrait essayer juste de s'intéresser à elle historiquement, mais voilà, c'est devenu une espèce de figure, historique, controversée. Et le truc, c'est que par contre, aux États-Unis, c'est devenu, je disais tout à l'heure, une figure plutôt, c'est resté une figure progressiste. Et c'est devenu une figure féministe, en fait, hein, c'est devenu une espèce de préfiguration des féministes, voire même carrément une préfiguration des LGBTQ, en fait, avec les gens, voilà, en disant elle s'est affranchie des barrières de genre et tout, voilà. Donc, alors évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec la vraie Jeanne d'Arc. Ce sont des usages mémoriels, en fait, hein, voilà, politiques de Jeanne d'Arc. Mais pour tout ça, pour vous dire qu'en fait, que c'est une figure, en fait, qui est pareil comme Gengis Khan, hein, qui va être tirée dans tous les sens possibles et imaginables, en fait. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça, bon, je pense que voilà, ça, on en reparlera. Si vous voulez, moi, j'avais fait un petit papier sur Retro News, en fait, hein, qui est un site de la BNF, enfin, notamment sur la notion de la canonisation de Jeanne d'Arc. Hein. La canonisation, ça a été vraiment une espèce de bagarre énorme. Hein. La canonisation qui a lieu en 1920, ça a lieu au début du XXe siècle. La canonisation, c'est pas un hasard parce que ça se rentre. C'est pas du tout parce qu'on a envie de canoniser Jeanne d'Arc d'un coup, c'est parce qu'il y a une bagarre mémorielle pour la figure de Jeanne d'Arc. Et là, pour le coup, l'Église catholique se branche à fond avec la droite et l'extrême droite française, hein, pour dire voilà, on va en faire une figure, on va en faire une figure catholique, ce qui n'était pas le cas au XVIIe ou au XVIIIe siècle. En fait, voilà, elle n'est pas du tout considérée comme une sainte. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, enfin, il y a tout le discours antisémite par-dessus qui va se greffer en disant voilà, c'est une manière de dire aussi que si on fait de Jeanne d'Arc une sainte, c'est une manière de dire que la France, hein, Jeanne d'Arc incarne la France, et donc que la France, par essence, par nature, est catholique. Et donc, concrètement, ceux qui ne sont pas catholiques, eh ben, n'ont rien à faire en France. Donc, on prend les protestants et puis aussi, évidemment, les juifs. En fait, hein, c'est pour ça que Jeanne d'Arc va être mis en avant par Vichy. En fait, voilà. Et après, d'ailleurs, après la libération, c'est les communistes qui vont s'emparer de Jeanne d'Arc, qui vont aussi faire des fêtes de Jeanne d'Arc. Hein, ça peut paraître bizarre, mais le Parti communiste français va faire des fêtes de Jeanne d'Arc en 45, 46, 47, ce qui est assez délirant pour nous aujourd'hui. Mais en fait, c'est le cas. Quoi. Donc voilà, ça c'est un peu comme le roi Arthur, en fait, hein, c'est des figures qui sont tellement plastiques qu'on peut ou comme Gengis Khan, c'est des figures qui sont tellement plastiques qu'on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire ce qu'on veut. Vous voulez faire, je sais pas, une Jeanne d'Arc pastafarienne, si ça vous amuse, en fait, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. En fait, il y a pas, voilà, enfin, ça veut pas dire qu'il faut le faire, hein, je précise. Hein, voilà, donc, mais voilà, mais c'est ce qui rend d'ailleurs le truc intéressant, en fait, parce que derrière tous ces usages-là, il y a autant d'histoires, en fait. Il y a autant d'histoires à étudier, et ça, c'est fascinant pour un historien ou une historienne, en fait, c'est qu'il y a des trucs derrière, en fait, il y a des histoires derrière tout ça. Quoi. Et ça densifie encore plus la mémoire, en fait, hein, l'histoire du personnage, en fait, voilà. Si on s'était contenté de l'imaginaire arc historique. Ouais. C'est cool de pouvoir s'emparer de cette histoire, de l'interpréter aussi, et voilà, enfin, c'est un exercice intellectuel qui est génial, enfin, dans tous les cas. De toute façon, c'est pour ça qu'en fait, je sais pas si c'était la question, c'était genre qu'est-ce qui me fait saigner les yeux ou je sais pas quoi, mais le truc c'est que de toute façon, en fait, moi je suis un peu, ça peut m'énerver. Enfin, évidemment, quand vous avez des gens d'extrême droite qui se disent on est les nouveaux croisés, évidemment, je suis là genre wow, calmez-vous, mais en même temps, on peut pas l'empêcher, ça, en fait. C'est naturel, en fait. Il y a toujours une espèce de, on veut toujours essayer de ressembler à un truc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Moyen-Âge, c'est une des périodes qui est le plus convoquée, en fait, voilà, pour justement par ces usages mémoriels-là, en fait. C'est vraiment une période qui fait rêver, en fait, voilà. Donc, alors qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, on convoquait plutôt l'Antiquité, hein, donc Louis XIV se comparait à Alexandre le Grand, voilà, donc là, à partir du 19e siècle, on convoque surtout le Moyen-Âge, en fait. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, bon, ça s'est ressorti un peu tout à l'heure dans le chat, certains évoquaient cette piste-là, mais on avait une question sur le fait que on a l'impression qu'on résume souvent le Moyen-Âge à l'opposition entre deux religions monothéistes, les catholiques, enfin les chrétiens et les musulmans, et ça, on l'utilise aussi encore beaucoup aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui réutilisent cette espèce de choc des civilisations à Huntington, enfin.
Ça, tu sens aussi que ce Moyen-Âge est très utilisé dans cette espèce d'opposition que Ah certaines séries créent. bah ouais, bien sûr, mais sauf qu'en fait le truc c'est que ça c'est une évidence parce que en fait, c'est en plus ça correspond à des angoisses actuelles et tout, à des fantasmes et tout. Euh, Ça c'est une évidence. Après le truc c'est que c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs quand on avait fait avec Christophe le bouquin sur Charles Martel. On avait commencé par rappeler, on avait fait toute une première partie sur le contexte en fait pour expliquer par exemple qu'à l'époque au 8e siècle il n'y a pas de croisade, pas de djihad, donc voilà, donc c'est pas on n'est pas dans un choc de civilisation, sans compter qu'en plus du côté des musulmans, en fait il y a sans doute dans l'armée musulmane à Poitiers il y a sans doute des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont alliés à Abderrahman et tout, il y a des chrétiens qui détestent Charles Martel et tout, donc voilà. Après, en plus, quand on s'enfonce un peu dans le Moyen-Âge, on avance dans le Moyen-Âge, bah, l'islam, quasiment dès le début, l'islam est divisé, en fait. Hein. Il y a ce qu'on appelle la fitna, en fait. Donc, voilà, donc, notamment entre les sunnites et les chiites. Hein. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'histoire des assassins, les assassins, bah, c'est des chiites, en fait, en l'occurrence. Hein. Donc, voilà, donc, c'est pas forcément ceux qui détestent le plus les assassins, enfin, ce qu'on appelle les assassins, donc plutôt les ismaéliens, en fait, voilà, en l'occurrence. Et ben, concrètement, ce sont les sunnites, en fait. Donc, voilà, ceux qui chient plus dessus, c'est vraiment les sources sunnites sont horribles par rapport, c'est même eux qui inventent cette espèce de mythologie sur les assassins en train de fumer, enfin en train de prendre des substances et tout. Voilà, donc, euh, donc voilà, ça c'est pareil hein, du côté des chrétiens en fait, hein, le nombre d'hérésies qui ont été réprimées, voilà, en parlant des cathares et tout. On pourrait parler aussi, par exemple, c'est pareil, les croisades, on a dit, ouais, les croisades, c'est contre les musulmans. Bah, la moitié des croisades, au minimum, en fait, hein, ce sont contre des non-musulmans, en fait. Hein. Les Mmh. croisades du Nord, des chevaliers teutoniques, c'est pas des musulmans qu'ils ont en face. Hein. C'est soit des païens, en fait, hein, prussiens et lituaniens, soit après des orthodoxes. Bon, voilà, quoi, donc, c'est donc d'autres. On avait fait un truc sur les Qatars aussi. On avait Voilà, fait, donc voilà, donc c'est cette vision binaire en fait, ça correspond à vient d'Huntington, donc de son essai Le choc des civilisations qui paraît en 93 pour la première fois en article, puis en 96 après en livre, mais qui s'inscrit dans cette espèce de peur qu'a une partie des intellectuels conservateurs américains qui n'ont plus de guerre, enfin, qui ne comprennent pas le monde. Ils ont eu le logiciel de la guerre froide pendant des années, en fait, hein, donc pendant 30, pendant 40 ans. Et en fait, concrètement, ils se retrouvent sans adversaire et puis ils se disent qu'est-ce qui se passe d'un coup, quoi. Et là, en fait, ils voient arriver les premiers, notamment avec la Bosnie, des choses comme ça. Ils voient arriver des conflits ethno-religieux et tout, voilà, qui apparaissent. Et ils disent, bah, en fait, le prochain grand ennemi, c'est le prochain grand clash, c'est le clash des civilisations entre des civilisations qui sont Huntington, pour lui, la civilisation musulmane, ça englobe à la fois des pays comme la Turquie, puis l'Iran et l'Irak, quoi. Donc, c'est des pays qui ont des cultures complètement différentes. Enfin, voilà, c'est juste délirant de penser ça, quoi. Donc, c'est même anhistorique, quoi. Donc, voilà, ça, sauf que la vision, on va dire, fantasmée du Moyen-Âge comme étant un moment en plus où les guerres entre les religions étaient permanentes et tout, et ben ça aide en fait ce discours-là. En fait, d'ailleurs, Huntington, quand il commence il cite des cas historiques pour appuyer sa théorie en disant il y a un choc permanent entre le monde chrétien et le monde musulman. La première date qu'il prend, c'est 732. Voilà, bataille de Poitiers. Sauf qu'en fait, en l'occurrence, quand on étudie bien les sources, les rares sources qu'on a sur cette bataille-là, bah, c'est pas, voilà, c'est pas ça. Et en plus, dans son analyse, en fait, le problème, c'est que il y a eu des batailles, en fait, entre, en effet, des armées sarrasines et puis des armées franques au 8e siècle. Mais le gros adversaire des Francs au 8e siècle, ce sont les Saxons, en fait, hein, donc avec qui Charlemagne va faire 20 ans, 25 ans de guerre, hein, donc des païens. Et puis au 9e siècle, hein, c'est pas les Sarrasins, les ennemis, ce sont les Vikings, en fait. Là, pour le coup, les Vikings, c'est pas trois batailles qu'il y a, en fait, hein, c'est des dizaines, des ouais. dizaines de raids. Donc, en fait, au bout d'un moment, donc voilà, ça fonctionne pas comme truc, en fait, hein, cette espèce de vision binaire. Mais par contre, ça fait classe, en fait, ça fait classe. Alors, ça appuie un discours conservateur, et puis dans la fantaisie et tout, dans des C'est œuvres. gentil méchant, quoi. Bah voilà, Ah ouais, 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 c'est ça vrai. fonctionne très bien. On a des méchants, donc là, bon, bah, on va avoir. On va avoir chez Tolkien, on va avoir les orques qui viennent de l'Est, etc. et tout. Voilà, donc bon, ça fonctionne bien et tout. On va avoir, voilà, j'adore Tolkien, hein, voilà, donc puis en plus, mais le truc c'est que c'est parfait pour un discours, on va dire épique et tout, d'avoir des ennemis
Voilà, sauf que bon, en fait, là pour le coup, ce qui est intéressant avec Game of Thrones, c'est que ça montre, en fait, Martin a voulu sortir un peu de cette vision, pour le coup, un peu binaire. Voilà, mais après, ça n'empêche pas que lui, il va convoquer d'autres stéréotypes. Ouais. En fait, en réaction des stéréotypes, ce qu'il va faire, c'est il va convoquer d'autres stéréotypes, en fait, qui sont des réactions. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, quoi. Mais, en fait, c'est pas très grave, tout ça, tant qu'on a toujours à l'esprit que des œuvres médiévalistes, c'est pas le vrai Moyen-Âge. C'est une œuvre médiévaliste. Donc après, c'est pas une question de dire bon point, mauvais point, etc. Et tout. C'est juste d'analyser ces œuvres-là dans leur contexte historique en disant, voilà, en faisant un travail d'historien, en disant, bon, bah ouais, ok, ça, ce créateur-là, en fait, il a voulu dire ça, il a voulu dire ça, il a voulu dire ça. Quoi. Donc, Ouais, et puis comme ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, c'est pas exclusif à la France ou à l'Europe, comme on le rappelait tout à l'heure. Il y a un truc un peu rigolo à Bollywood d'ailleurs qui se passe avec une espèce de grande saga en type Seigneur des Anneaux. Là, c'est la légende de. Bahubali. Ouais. Alors, ouais, là, pour le coup, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, on parlait des complexités à périodiser, tu vois. Là, pour le coup, Bahubali, c'est plus un truc. Alors, c'est vrai que ça a à voir, en fait, hein, parce que c'est le Seigneur des Anneaux rencontre Bollywood, quoi. Donc, c'est un peu. C'est ça, visuellement, c'est intéressant en tout cas. Le cinéma indien, c'est du tout. Moi, j'aime bien, c'est du too much, en fait. Donc, ils ont pas peur du too much. Ils disent, allez, on y va à fond, et pas de problème. Donc, voilà. Donc, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, Bahubali, c'est plus une référence à l'histoire antique, en fait. Parce que leur grande œuvre épique en Inde, c'est le Mahabharata notamment, qui ça se déroulait dans la haute antiquité indienne en fait. Donc voilà. Donc là, pour le coup, on va dire que leur fantasy, elle s'appuie plus là-dessus quoi. Et alors que pour eux, le Moyen Âge en Inde, c'est un moment en fait de crispation, surtout aujourd'hui en fait, parce que c'est l'arrivée des royaumes musulmans, notamment le sultanat de Delhi. Et puis après, le XVIe siècle, hein, c'est l'empire moghol, donc voilà, qui est aussi un empire, voilà, qui est un empire multiethnique et tout, mais qui ont des souverains musulmans. Donc le truc, c'est que, je crois, vérifier, mais je suis quasiment certain. Mais le truc, c'est que, tu vois, et là, vu qu'aujourd'hui, tu as d'énormes problèmes, notamment avec le discours de Modi, donc le Premier ministre indien, qui est un ultranationaliste, anti-musulman, islamophobe. Voilà, donc il y a même des morts régulièrement. Voilà, donc le truc, c'est que cette période-là, elle est plus difficile à convoquer parce que pour le coup, mettre en avant des personnages, des grands souverains de cette époque-là, c'est mettre en avant des souverains musulmans. Alors dans un discours nationaliste hindou, ça voilà. Donc en effet, on va dire que la fantaisie. Bon après, il y a des films médiévalistes, en Inde en fait. Hein. Mais ça, j'avoue que je connais pas super bien. Il faut voir après qui les fait. Parce que l'Inde, c'est un grand pays, il y a plus d'un milliard, même 1,2 milliard d'habitants, je crois, en fait. Donc, il y a ça se trouve, c'est ceux qui vont mettre en avant des figures, on va dire, médiévales de l'histoire indienne. C'est peut-être, je sais pas, hein, peut-être des réalisateurs ou des réalisatrices plutôt musulmans, en fait, voilà, ou bouddhistes, je sais pas. Enfin, là, donc ça, c'est un truc à étudier, en fait, encore une fois. C'est pas, voilà. Il faut voir aussi quelle vision ils vont avoir, en fait, de ces personnages-là. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'appeler justement différents contributeurs pour le dictionnaire du médiévalisme avec Anne Besson et Vincent Ferré. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec la personne qui va s'occuper de l'entrée Inde dans le dictionnaire du médiévalisme, justement donc va falloir attendre 2 ans, désolé, mais voilà, vous aurez des éclaircissements dans 2 ans là-dessus. Là, quand on sortira le dictionnaire du médiévalisme. Voilà, donc c'est. Alors, les amis, on a dépassé la barre des 4000 viewers hein, là, en stream. Il nous reste une petite demi-heure. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à balancer vos questions si vous en avez sur cette représentation du Moyen-Âge dans la pop culture, dans les livres, dans les jeux vidéo, au cinéma. N'hésitez pas, balancez vos questions. On a Tanguy qui va se prendre une petite rafale, le pauvre, et qui va nous remonter les questions. Attends, il y a déjà des questions qui ont été remonté un petit peu dans dans mon document que je vais pouvoir te poser. Bien évidemment, tu peux dire je passe si comme Julien Lepers ou voilà ou Joker si tu veux. On a pas mal de questions qui commencent à arriver. Alors, est-ce que tu joues à Crusader Kings? On nous demande. Non. Non. J'avoue que j'ai pas trop le temps en fait. Voilà. Je suis un paléo geek, moi. Je joue aux jeux de rôle papier. Voilà, principalement. Je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Après,
Après, je connais Crusader King en fait, hein, donc euh, c'est euh, c'est hyper. Après, c'est hyper intéressant. Après, le truc, c'est que là-dessus, il faudrait vraiment quelqu'un qui voilà qui joue, qui soit un gros joueur en fait, ou une grosse joueuse qui puisse vous en parler en fait. Après, là où c'est intéressant, c'est que alors si je confonds pas le jeu, hein, on est d'accord, c'est un peu Europa Universalis, hein, mais Ouais. version Moyen Âge, hein, c'est ça, ouais, d'accord. Mm. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer des scénarios uchroniques en fait du Moyen Âge, en disant voilà en gros qu'est-ce qui serait passé si par exemple je sais pas les croisés se seraient alliés régulièrement complètement avec les Mongols contre les Mamelouks, hein, donc voilà donc, ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas poussé ça très loin quoi. Voilà donc je sais, enfin voilà donc ça c'est intéressant. Après, il faut bien comprendre que ça reste un jeu et qu'en fait ce jeu-là, même si c'est des gens voilà qui vont se renseigner et tout, euh, la manière dont ils vont simuler l'histoire médiévale, ça reste une manière ludique en fait. Voilà, donc c'est comme un wargame. Moi, j'ai joué aussi, je joue encore parfois au wargame avec des pions en fait, un papier, en fait, sur carte. En fait, le wargame va pas représenter en fait parfaitement une bataille médiévale en fait. Voilà, donc c'est pas, voilà, ça reste un jeu quoi. Donc voilà. Donc après, c'est hyper intéressant, mais c'est intéressant parce que ça va représenter, c'est intéressant encore une fois comme document sur la manière dont on a de s'approprier le Moyen Âge au début du XXIe siècle. Pas tant sur le vrai Moyen Âge en fait. Hein, donc voilà. Même si ça peut apprendre des choses. Hein, je dis pas, toi, je dis pas que ça peut pas être pédagogique, hein, mais ça reste un jeu. Une question tout à fait sérieuse, plutôt nain ou elfe? Plutôt orc. Plutôt orc. Toi, tu es le barbare. Voilà. Voilà, non, 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 mais après, c'est pour le coup, c'est une question intéressante en fait, hein, mais c'est pareil, c'est, mais de toute façon, je pense qu'on peut le dire, Benjamin. On va faire une émission sur les nains, une sur les orques, une sur les elfes. Voilà, donc voilà, vous en saurez Oui. plus plus tard. Oui, mais Voilà. alors faut savoir que William et moi on aime bien prévoir. On est un petit peu, on est des petits vieux, voilà. Donc on aime bien. Donc il y a à peu près, 2 semaines, déjà on avait prévu tout sur 2021, notre petit programme. Et William qui me dit, hey, tant qu'on y est, on calerait pas 2022. Donc on a tous les épisodes prévus avec William à raison de un par mois, qui sont prévus jusqu'à fin 2022, les amis. Voilà. Donc on a du taf. Ça fait On a du plaisir. taf. Ouais. On a du taf. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la renaissance des paganismes en Europe, justement? Ça, c'est une question très intéressante parce que, bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a plein de types enfin, on appelle ça des néopaganismes, en fait. Hein. Donc, il y a le néo-druidisme. Déjà, dans le néo-druidisme, il y a plusieurs types de néo-druidisme. Il y a les Assatrous, je confonds toujours, c'est Assatrous, donc les néo, les gens qui vont recréer la mythologie, enfin, les rites nordiques. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Donc, après, il y en a aussi, par exemple, même en Mongolie, par exemple, hein, sachez qu'il y a du néo-chamanisme, en fait, hein, qui est censé reprendre la véritable religion de Gengis Khan. Le truc, c'est que, en fait, tout ça, ce sont des recréations, parce que moi, j'aimerais bien, bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et tout, enfin, voilà, donc, liberté religieuse et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, le truc, c'est que, historiquement, par exemple, un néo-païen, par exemple, qui prétend dire voilà, je vais recréer la religion nordique des Vikings, je me demande, tu vas t'appuyer sur quoi en fait? Parce que Mm. les textes les plus renseignés qu'on a sur la religion nordique, sont des textes qui ont été écrits notamment par Snorri Sturluson en fait au XIIIe siècle, qui était un chrétien dans un contexte chrétien et tout. Donc c'est des textes en fait qui ont été notamment par l'histoire du Ragnarok, hein, par exemple, hein, il y a plein de clins d'œil en fait hein, assez évidents à l'Armageddon biblique en fait. Hein, donc c'est pareil sur les néo-druides. Hein, les néo-druides, ils vont baser sur quel texte en fait hein, parce que déjà les Celtes n'écrivaient pas en fait. Voilà, donc les rares renseignements qu'on va avoir sur les druides, bah, concrètement, ce sont des renseignements issus des sources gréco-latines. Et puis concrètement, enfin voilà quoi. C'est donc il y a un peu cette image. C'est pareil chez les Wicca qui vont dire en fait donc c'est vraiment une religion pour le coup Ah, qui ça se apparaît dans les réveille années un peu. 50-60. Donc, et là pour le coup qui dit en gros le paganisme c'est
C'est une religion principalement féminine, les femmes sont associées à la lune, à la nature, voilà. Donc, bon, ça, c'est encore une fois des religions qui doivent se comprendre dans un contexte contemporain, en fait. Hein. C'est l'idée, on va revenir, en fait, à la nature et tout, cette nature, en fait, à la nature, à la verdure, aux champs, au monde rural et tout. Tout ça étant associé au Moyen-Âge, en fait, ou à une époque pré-industrielle, en fait. Bon, sauf qu'encore une fois, voilà, encore une fois, enfin, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc, mais le truc, c'est que c'est en tant qu'historien, voilà, je vois bien que ce sont des créations contemporaines qui obéissent en fait à des désirs en fait très contemporains, quoi. Alors parfois, encore une fois, il y a des gens qui sont hyper convaincus, il n'y a pas de problème et tout. Parfois, ce que je vois aussi, notamment quand tu vois dans certaines fêtes médiévales, en fait pas partout, mais tu as un business autour de ça maintenant. Tu as en gros, tiens, bah acheter, là si c'est une pierre druidique, etc. et tout, ça vous permet de pas avoir d'hémorroïdes et tout, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Donc enfin je blague à peine, quoi, mais enfin voilà. Donc, ça, Très pragmatique en tout cas. Ouais. voilà, enfin, vous faites encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec vos pierres, hein, mais voilà, mais voilà, ça pour le coup, ça doit s'analyser dans un contexte contemporain à chaque fois, quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et vraiment, l'envolée de ces nouvelles religions-là, parce que ce sont des nouvelles religions, c'est clairement les années 60-70 avec toute la contre-culture, tout le côté New Age, etc., etc., et tout. Et d'ailleurs, ça va de pair, en fait, hein, c'est pas étonnant, avec une espèce de redécouverte ou de découverte très fantasmée des religions orientales ou des philosophies orientales. Parce qu'on va, enfin, ce sont des gens qui disent le monde occidental moderne me fait peur, m'angoisse, donc je vais à la recherche d'un ailleurs, en fait, hein, spirituellement. Et donc, on va s'intéresser au yoga, des choses comme ça et tout. Donc, encore une fois, j'ai rien contre le yoga, moi j'en fais aussi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Mais sauf qu'en fait, je mets pas de. Enfin, voilà, il y a une mythologie en fait qui est associée à ça, qui est une création contemporaine, et c'est ça qu'il faut se dire, quoi. Voilà. Ouais, il y a Yann Harry qui a posé une question que je trouvais intéressante, mais qui est assez précise. Comment est-ce qu'on peut intégrer la science médiévale dans la culture populaire, dans la mesure où le vocabulaire de cette science médiévale et ses références, c'est assez peu accessible? Je sais pas si tu peux répondre à ça. En effet, c'est une question précise. Alors, le truc, c'est que bah, c'est vrai, de toute façon, déjà, le Moyen-Âge, c'est une période aussi d'invention, en fait. Hein, donc, ça, c'est une évidence. En fait, on le sait aujourd'hui. Voilà, quoi. Donc, après, je sais pas, après, il peut y avoir des. Il y a deux choses, en fait. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux écueils à éviter. Le premier écueil, on va dire, c'est l'écueil du nom de la rose, le film. Et en fait, en gros, dans le nom de la rose, hein, donc le héros, hein, donc, qui est joué par Sean Connery, hein, Guillaume de Baskerville, il apparaît comme un moderne perdu dans le monde médiéval, un monde médiéval obscur. Voilà. Donc lui, c'est lui qui a des instruments, qui sait lire, qui a des lunettes, etc. Enfin, qui sait lire plein de langues et tout. Voilà, qui est animé par un esprit de découverte scientifique. Et c'est un moderne perdu dans le monde médiéval. Voilà. Ça, c'est, on va dire, un premier stéréotype médiévaliste. L'autre stéréotype médiévaliste, ça va être de dire que les découvreurs du Moyen Âge, donc par exemple Marco Polo ou Christophe Colomb, étaient des modernes en fait avant l'heure. Parce qu'en fait, pour bien comprendre des gens comme Marco Polo ou Christophe Colomb, il faut les replacer dans leur contexte médiéval. Christophe Colomb, par exemple, hein, lui, ce qu'il voulait, c'était, enfin, il avait vraiment il voulait, enfin, il était parti à la quête du paradis terrestre, en fait, hein, au sens premier, en fait, parce qu'à l'époque, les gens croyaient que le paradis terrestre était à l'Orient, parce que dans les représentations géographiques du Moyen Âge, notamment les représentations faites par l'Église, les cartes en sont orientées non pas nord-sud, mais est-ouest, avec l'ouest en bas et l'est en haut. Et en haut, en fait, concrètement, c'est là où il y aurait le paradis terrestre, en fait. Donc voilà. Donc concrètement, Christophe Colomb, quand il va à la recherche de l'Orient, c'est aussi, et c'est principalement pour ça, et il a presque une pensée quasiment eschatologique, donc, dans le sens où, en fait, il pense aussi assister à la fin des temps, quoi. Donc ça, c'est, voilà. Et la seconde erreur, en matière du discours médiévaliste, c'est de dire que Christophe Colomb, c'était une espèce de moderne en fait avant l'heure, quoi. Donc tout comme Marco Polo. Voilà. Donc ça, c'est un peu les deux erreurs à pas commettre. En fait, tout bêtement, il faut, si on veut les mettre en scène des découvreurs médiévaux en fait, ou des scientifiques médiévaux, il faut les mettre avec toute leur complexité. C'est en fait, c'est des gens qui, même par exemple, on pense à, alors j'ai peur, je m'aventure un peu sur des territoires que je connais pas très bien, mais si je me souviens bien, quelqu'un comme Newton, par exemple, donc XVIIe siècle,
il va aussi s'intéresser à l'alchimie. Parce que c'est quelqu'un qui va faire des observations dans le ciel au XIIIe siècle, il va forcément s'intéresser à l'astrologie parce qu'il pense que malgré tout, les étoiles ont un rapport. Voilà, il faut les remettre dans leur contexte en fait pour les comprendre. Voilà. Après, c'est clair qu'en termes d'œuvres fictionnelles, bah, ouais, voilà, c'est mieux, c'est plus facile de dire que Guillaume de Baskerville, c'est une espèce de Sherlock Holmes en fait du XXIe siècle, mais perdu en fait, perdu à l'époque médiévale quoi. Ça marche beaucoup plus facilement. C'est plus acceptable en fait pour nous tous parce qu'on est habitué à cette imagerie là en fait. Il y a Ethan Andreas qui dit mais pourquoi est-ce que quand on parle de magie dans des œuvres, on fait plus du coup référence au Moyen-Âge qu'à l'Antiquité qui pourrait aussi être le C'est berceau une de bonne cette... question parce que l'Antiquité en fait est perçue, c'est le discours de la Renaissance en fait. Donc, la Renaissance, c'est en gros, on redécouvre après une énorme parenthèse d'obscurantisme la raison et la science. Donc la Renaissance, mécaniquement, on va associer l'Antiquité à la raison, donc à des philosophes comme Platon, comme Aristote, alors que Aristote était connu au Moyen Âge, mais voilà, on va associer tout ça, voilà, l'Antiquité à la raison, à la pensée, on va dire, à la pensée rationnelle et tout. Et puis, pareillement pour l'Antiquité, pour la Renaissance, et pareillement pour la période des Lumières. Et puis, bah, l'entre-deux, hein, le Moyen Âge, c'est en gros, c'est pas la raison, c'est l'instinct, c'est pas la science, c'est la magie, voilà. Quoi. Donc forcément, voilà, vous avez à peu près tout le déroulé qui va associer après l'Antiquité, enfin la fantaisie avec le Moyen Âge en fait. Donc même si dans la fantaisie on va trouver des éléments antiques, principalement le cœur de la fantaisie, il est médiévaliste en fait, et c'est pour ça. Voilà. On a quelqu'un qui nous demande à quoi ressemblait le Moyen-Âge chez les Amérindiens. Est-ce que tu es calé là-dessus? Alors la première question, est-ce que c'est pertinent de parler de Moyen Âge à l'époque des Amérindiens Déjà. pour une culture comme les Incas, pour les Mayas et tout? J'en suis pas certain. Et là pour le coup, c'est une question qui est pertinente, mais franchement, c'est une autre histoire. Et là pour le coup, c'est une histoire qui, à mon avis, échappe à un discours médiévaliste. Ou alors, on va placer dans un discours colonialiste, on va dire en gros, ces gens-là, c'est un peu comme des barbares, comme des sauvages du Moyen Âge, parce qu'ils sacrifiaient des êtres humains et tout. Mais voilà quoi, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, par exemple, l'empire aztèque, par exemple, hein, a été détruit par Cortés. L'armée de Cortés, c'est une armée médiévale en fait. Hein. C'est le type en armure. Bon, ils ont des canons, mais bon, voilà, bah, l'armée de Charles VII aussi a des canons, quoi. Donc, voilà. Mais là, pour le coup, là, c'est une question qui, c'est se poser la question comme ça, c'est plaquer en fait sur une civilisation sur des civilisations, parce qu'il y en a beaucoup en fait, des civilisations amérindiennes, plaquées sur des civilisations des stéréotypes médiévalistes. Ce que je sais par contre, c'est qu'aux États-Unis, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on va comparer les Amérindiens, certaines tribus amérindiennes, à des chevaliers. En disant, voilà, ces gens-là, ils ont encore un honneur, etc. Et tout, quoi. Ce qui est encore une fois une manière de plaquer sur l'autre, en fait, sa propre vision, quoi. Donc, voilà. Et limite, de gommer, en fait, ses caractères originaux, quoi. Donc, de ne pas vouloir le comprendre, en fait. Donc c'est plus une je sais. Je sais pas si les Espagnols l'ont fait. Euh, je sais pas si les Espagnols l'ont fait. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a du médiévalisme actuellement. Enfin, au Brésil notamment, c'est un pays très médiévaliste aussi. Il y a au Mexique aussi. Mais est-ce que les Espagnols ont calé sur des Amérindiens des métaphores médiévalistes? Ça, je sais pas. Par contre, je peux vous répondre, ils ont calé sur les Amérindiens comment antiques en fait. Hein. L'Amazonie. Voilà, quoi. C'est un discours qui, voilà quoi. C'est une manière en fait, voilà, de pas vouloir comprendre l'autre en disant, ouais, mais ça c'est des Amazones, voilà. Donc bon. Les Espagnols, en tout cas, ils ont aussi des figures fortes, comme nous, on peut avoir Jeanne d'Arc ou d'autres. Ils ont le Cid, par exemple. Le Cid, ouais. Voilà. Ah, le Cid, ouais, pour le coup, là, pour le coup, on est vraiment dans le discours
nationaliste, voilà quoi. Donc après, tu vas avoir plusieurs choses en Espagne, c'est que aussi tu vas avoir toute une mythologie par rapport à l'Andalousie. L'Andalousie comme étant l'Andalousie, donc Al-Andalus, donc l'Espagne ou les Espagnes, hein, d'ailleurs pour être plus précis, musulmanes, auraient été des territoires où en fait les gens étaient forcément, il y avait une grande tolérance religieuse et tout. Ce qui encore une fois, ça dépend des époques, quoi. Donc voilà, donc c'est bon, c'est l'idée de tolérance religieuse, c'est une invention moderne aussi. Donc voilà, donc voilà. Donc ça c'est, de toute façon, encore une fois, le médiévalisme aussi, chaque pays va avoir sa particularité en fait. Hein, donc chaque nation, chaque région, même parfois, vont avoir leur particularité médiévaliste. Hein, donc voilà. Donc, On a Arcontas qui est qui est plutôt un constat assez intéressant. Il disait que il a l'impression que la période médiévale byzantine, qui est pourtant hyper intéressante, est quand même vachement plus méconnue et qu'elle est pas beaucoup portée à l'écran auprès du grand public. Pourquoi, à ton avis? c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est une question intéressante. Alors déjà en Occident, il y a eu 2-3 films en fait là-dessus, mais il y a plusieurs. Alors déjà, en fait, on va confondre c'est plutôt le discours orientaliste qui va s'emparer de Byzance. On va pas associer ça au Moyen Âge, mais on va associer ça à l'Orient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est plutôt un discours orientaliste. Donc en gros, les empereurs byzantins, on va les classer comme des orientaux en fait. Voilà. Donc voilà. Donc parce que bon, au 19e siècle, on considère les Grecs, voilà, comme des orientaux. Voilà. Donc voilà. Et peut-être parce qu'à l'époque, tout bêtement, bah, Constantinople, c'est devenu la capitale de l'Empire ottoman. Donc voilà. Il va y avoir des films. Après, c'est plus pour célébrer en fait l'idée d'une nouvelle croisade en fait, en disant voilà les occidentaux doivent protéger les Constantinople en fait, comme les Francs l'ont protégé au XIe siècle, en oubliant évidemment qu'en 1204 voilà les armées croisées ont ravagé ont pris d'assaut Constantinople, l'ont ravagé et ont mis l'empire byzantin à terre quoi, quasiment quoi. Et d'autant plus, là où c'est assez intéressant, mais je veux dire, c'est marrant parce que je suis en train de préparer un papier dessus, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être aussi une compétition entre différentes puissances occidentales. C'est-à-dire que les Russes vont dire que depuis le Moyen Âge, eux, ils protègent Constantinople, donc c'est un peu leur héritage. Les Français vont dire la même chose. Et ils vont dire oui, mais nous, on était des croisés au XIe siècle, donc en fait, on doit protéger aussi les lieux saints, etc. Les Anglais vont dire la même chose et tout. Donc en fait, il va y avoir cette espèce de discours. Voilà. Après, ce qui est clair, c'est que ça produit pas beaucoup d'œuvres médiévalistes. Il y a un péplum qui a été fait. Hein, donc, il y a eu un film qui a été fait en 1913 hein, qui s'appelle L'Agonie de Byzance, donc, qui a lieu d'ailleurs, qui a été fait en France par Feuillade, je crois, et qui est fait dans le contexte notamment des guerres balkaniques, hein, des deux guerres balkaniques, hein, donc les guerres qui opposent notamment les puissances, en fait, les pays slaves et orthodoxes et grecs et tout, donc comme la Bulgarie, la Serbie, la Grèce à l'Empire ottoman. Et donc, on va sortir ce film en même temps. Donc, c'est une manière de soutenir ces pays-là, en fait, donc, contre l'Empire ottoman, qui en plus est allié en fait avec l'Allemagne. Donc, on fait une pierre deux coups. Hein, donc, et puis, tu vas avoir un péplum en 54 ou en 56, je crois, qui s'appelle Théodora, impératrice de Byzance. Voilà, mais c'est plus un péplum là pour le coup, vu que ça se passe au 6e siècle. Et par contre, récemment, tu vas avoir notamment un film, si je me souviens bien, un film turc qui a été fait sur la prise de Constantinople, hein, donc en 1453. Mais là, c'est pour glorifier, non pas l'Empire byzantin, mais c'est pour glorifier Mehmed II, en fait. Hein, donc voilà, donc le souverain ottoman, en fait, en disant voilà, en gros, c'est voilà. Et c'est derrière, évidemment, il y a tout le discours en fait nationaliste à la Erdogan et tout, donc qui est là pour dire voilà, qui se prend un peu pour un nouveau souverain ottoman, quoi. Donc voilà, ça c'est. Voilà, mais c'est clair que c'est pas un truc qui est très très mis en avant. Peut-être, ça j'ai mis une hypothèse, peut-être aussi parce qu'en Grèce, qui serait peut-être le pays qui pourrait mettre ça en avant, en Grèce, il y a une énorme concurrence avec l'Antiquité grecque. Voilà.
Peut-être. C'est une hypothèse. Hein, donc voilà. Quoi, donc, et en effet, la Grèce est plus associée, est peut-être un pays qui est un peu à part. C'est qu'il il y a tel poids de l'antiquité grecque. D'autant plus qu'à l'époque médiévale, concrètement, la Grèce, c'est soit c'est une province byzantine. Après, c'est une province, enfin, ça fait partie des empires latins francs et tout concrètement. Puis après, ça fait partie aussi de l'empire vénitien et tout. Donc bon, concrètement, voilà. Donc c'est pas une histoire qui, voilà, je dis ça, c'est une hypothèse. Hein. Je suis pas hellénophone et tout, donc je connais pas très bien. Voilà. Mais c'est bien vu. En effet, il y a pas grand chose sur Byzance. Alors, il nous reste 10 minutes. On aurait vraiment pu parler d'énormément de choses. On avait prévu de parler d'ailleurs de la figure du château, par exemple, hein, et de la représentation des châteaux dans les films, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Bon, on n'aura pas trop le temps. Est-ce que toi, tu voulais finir ce live sur un point particulier? Est-ce que tu avais quelque chose qui te tenait à cœur, que tu voulais faire passer auprès de ce public nombreux qui nous regarde? Et moi j'aime bien donner des conseils de lecture. Donc voilà, si Ah, bah oui, je pense que les gens vont prendre, évidemment. voilà. Alors je vais, parce que je suis pas cingouin, je vais commencer par les autres. Hein. Voilà. Il y a déjà, ah non, j'ai pas ramené ça. Bon, j'ai un peu vidé ma bibliothèque. Bon, déjà, vous avez un très bon bouquin sur l'usage politique du Moyen Âge qui est sorti en 2015. Qui s'appelle Médiéval et militant de Tommaso di Campagna Falconieri, donc un collègue italien qui d'ailleurs va participer au dictionnaire du médiévalisme et donc qui est un professeur d'histoire médiévale à l'université d'Urbino, donc en Italie, et donc qui fait un bouquin très clair, assez concis en fait, franchement, donc sur les usages politiques. Il y a tous les genres. Bon, vous avez un chapitre 5, marchand et arbalétrier, un Moyen-Âge des villes. Chapitre 4, le Moyen-Âge identitaire. Donc, chapitre 7, Templier Saint Graal, un Moyen-Âge de la tradition. Voilà, donc Pontifet Saint, un Moyen-Âge catholique. Donc, tout ça, ça permet en fait, de creuser pas mal de choses. Il s'appuie pas mal sur des exemples italiens, mais c'est pour le coup, c'est un peu dépaysant. Donc, ça vous montre. Voilà, donc, vous avez aussi alors, il est paru en poche. Moi, j'ai l'ancienne version, donc qui est un peu épaisse, hein, donc vous pouvez assommer quelqu'un avec. Mais un très très bon, d'ailleurs Bruno de Mézil que tu aimes bien, là, parce que je pense que tu avais conseillé sa BD hein, qu'il avait fait donc, Ouais. pour l'histoire dessinée de la France, hein, qui est très bien. Là, vous avez le dictionnaire qu'il a dirigé, donc Bruno de Mézil, Les Barbares. Donc c'est un dictionnaire. Il est paru en poche en format plus court, hein, donc en moins cher en plus. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Bruno, en fait, il a inclus, hein, c'est un des premiers en fait, à avoir inclus des éléments, des analyses médiévalistes. Hein. Donc, par exemple, Bruno m'a demandé de faire une entrée là-dedans sur World of Warcraft. Hein. Donc, voilà, donc, c'est assez marrant. Donc, à la lettre W, vous allez avoir une entrée sur Vidukind et puis sur World of Warcraft. Il m'a demandé de faire une entrée Star Trek, Conan le Barbare, des choses comme ça. Donc, ça, c'est assez cool. Là, je me suis bien éclaté à faire ça et je remercie Bruno de m'avoir donné cette opportunité parce que c'était vraiment très sympa. Vous avez aussi l'excellent dictionnaire de la fantaisie dirigé par la non moins excellente Anne Besseux, donc spécialiste française de la fantaisie, qui voilà, donc ça c'est pareil, j'ai eu de la chance, j'ai eu la grande chance et le grand plaisir d'y participer. Et là, c'est un dictionnaire en fait, c'est pas un dictionnaire encyclopédique, c'est un dictionnaire thématique. Donc vous allez avoir des grosses entrées, hein, donc par exemple, vous allez avoir une entrée magie, hein, vous allez avoir aussi une entrée manga, vous allez avoir une entrée monstre. Voilà, ça c'est pareil, j'ai de la chance, je tombe dessus, c'est moi qui l'ai rédigé, où je parle évidemment des orques, voilà, donc mes petits copains. Ce qui est marrant, il y a une entrée nain par exemple. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'entrée nain, on l'a rédigé, on a fait deux entrées. Il y a une entrée qui a été rédigée par moi, enfin une des entrées nains qui a été rédigée par moi, et l'autre qui a été rédigée par Jean-Philippe Jaworski, qui est un auteur de fantasy, puisqu'il y a des auteurs de fantasy et des autrices de fantasy qui participent à ça et qui donnent aussi leur point de vue. Donc ça c'est assez cool. Vous avez John Lang aussi, hein, donc Pen of Chaos, Noel Buck, qui écrit dedans, voilà, donc qui fait l'entrée humour. Voilà, c'est quand même cool. Donc voilà, et évidemment, c'est un gros dossier. Il y a un gros dossier sur le médiévalisme, hein, donc parce que c'est vraiment hyper important. Voilà. Après, je vais faire un peu, je vais faire mon. Tu as raison, c'est le moment. Les gens sont pas encore partis. Vas-y, go.
Je vais faire mon Pierre Bellemare, je suis désolé. Voilà, donc là, vous avez déjà, je vous ai parlé de bouquins qu'on a coécrit avec Christophe Nodin, Charles Martel, La bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire, chez Libertalia, voilà, donc avec un bouquin cool et tout, bien, avec de l'iconographie dedans, évidemment, des cartes et tout, voilà, donc qui vous permet justement de parler évidemment du médiéval. Ça permet aussi de parler plus largement du médiévalisme, mais aussi du médiévalisme politique. Vous allez voir ce bouquin, alors j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a plein de médiévalisme dans les super-héros, donc ça, vous avez un bouquin sur les super-héros. Voilà, j'aurais pu en parler si on avait eu le temps de parler de des châteaux, mais en fait, voilà, donc ça, mettez-vous ça dans la tête, voilà, il y a plein de médiévalisme dans les super-héros, donc Captain America est un chevalier, donc voilà, donc Batman est un chevalier aussi, donc voilà, donc Batman, on l'abordera en 2021, je crois. je crois Je aussi, crois que c'est voilà. 2021 ou 2022, je ne sais plus, mais 2021, voilà, 2021. ça sera abordé. Un truc court, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy, toujours chez Libertalia, court, pas cher et tout. Et ça vous permet vraiment, c'est une première approche sur le médiévalisme. Donc ça, c'est vraiment, j'ai fait un truc vraiment simple en fait, où je parle notamment de William Morris, de Tolkien, de Martin. En fait, alors, je me concentre sur la fantasy, mais c'est une introduction aussi sur le médiévalisme et pourquoi le médiévalisme est hyper important aujourd'hui, pourquoi ça joue un rôle important. Et le petit dernier, en fait, l'avant-dernier, en fait, qui est sorti en poche, qui vient de sortir en poche, donc le roi Arthur, un mythe contemporain. On se demande pourquoi on l'a sorti en poche cette année, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc, mais c'est 13 € et c'est en gros, il y a une grosse introduction sur le mythe arthurien à l'époque médiévale, mais ça parle évidemment beaucoup des réinterprétations contemporaines du roi Arthur. Et ça, vous en saurez un petit peu plus très bientôt sur la chaîne, puisque très bientôt, je peux même vous donner un petit avant-goût du planning. Mais en gros, on aura un épisode sur le mythe arthurien, justement, en tant que tel, qui débarque le 9 novembre sur la chaîne. Qui peut être considéré en tant que tel, ouais. Ouais, suivi d'un épisode dédié à la quête du Graal qui arrivera fin novembre, le 26 pour être exact. Et enfin, début janvier de 2021, ce sera le tout premier épisode de 2021, on le commencera avec William, avec Merlin et Morgane, justement. Morgane, ouais. Voilà, bon, donc, Morgane, ouais. Ça va être bien chouette. Et dernier truc, un petit conseil, en fait, de toute façon, je pense que quand tu auras le replay, je t'ai fourni Benjamin une bibliographie où vous retrouverez les titres là. Je vais mettre des articles aussi parce que j'ai des articles qui sont en ligne, vous pourrez taper dedans pour les lire et tout. Voilà, donc c'est gratuit et tout. N'hésitez pas. Et le truc, c'est que je conseille aussi, parce que je l'ai pas ramené, il est en haut dans ma bibliothèque, mais il y a aussi l'excellent dictionnaire Tolkien en fait, dirigé par Vincent Ferré. Qui est aussi une extraordinaire porte d'entrée sur ce personnage central, en fait, un des grands personnages du médiévalisme, en fait. Voilà, donc ça, je pense qu'on a du mal si on étudie le médiévalisme, à faire abstraction de Tolkien. Je pense que même c'est impossible, en fait. Voilà. Donc dictionnaire qui vient d'être édité chez Brajlon d'ailleurs en format poche, donc format plutôt pas poche mais petit format. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour toutes ces entrées. En tout cas, j'ai vu plein de gens qui disaient ah mais c'est trop intéressant et tout. Effectivement, mettez vos sous de côté pour ce Noël. Il va y avoir des trucs à acheter. Petite dédicace aussi aux couvertures des éditions qui sont magnifiques que nous a présentées. C'est l'édition Libertalia, ouais. C'est Bruno Bartkowiak en fait qui fait ça et moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc. Ah, c'est stylé, hein, c'est super beau. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est beau. Voilà, bah écoute, je voulais encore te remercier William d'avoir accepté cette invite sur Twitch. C'est cool de pouvoir lancer ce genre d'initiative sur Twitch, qui est une plateforme à la base où il n'y a pas vraiment ce genre de truc, et là on est en train de le créer, et c'est chouette que des gens comme toi acceptent de venir et de prendre la parole publiquement et de parler de trucs comme ça en toute détente. Ça permet de montrer que l'histoire, ça nous appartient à tous, voilà, et que c'est tout à fait. Voilà. Merci Benjamin en fait pour l'invitation. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir eu la patience de suivre l'émission parce que bon, je parle vite beaucoup. Voilà, j'étais peut-être un peu dense, je suis désolé, mais c'est un sujet qui me passionne. Voilà, donc. Et c'est normal, et c'est cool de voir autant de passion justement. Merci à tous, en tout cas vous avez été extrêmement nombreux. On a pété le record en live sur Twitch là, clairement en nombre de diffs simultanés. J'ai pas encore les
les stats globales, mais c'était incroyable. Donc merci vraiment à tous d'avoir suivi ça. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, ça veut dire qu'on va continuer à organiser des lives avec d'autres historiens sur d'autres thématiques. Alors bien évidemment, on tentera d'aller choper des gens qui sont sur la pop culture ou sur le Moyen-Âge, mais on essaiera aussi de brasser un peu plus large sur l'Antiquité, sur peut-être d'autres espaces géographiques. Voilà. Merci encore à tous. Merci William. Passez une très bonne soirée. On se retrouvera très bientôt Soyez sur YouTube prudents. pour la Allez, diff. ciao. Allez, salut, ciao tout le monde. À Salut, plus. salut.